Hello à toutes et à tous, ça fait très longtemps, ça fait plaisir de se retrouver après un mois et demi. Ça fait un mois et demi que j'avais pas fait de live, évidemment pour des causes d'emménagement, de déménagement, etc. Un peu partout dans la région centre. Bienvenue à ceux pour qui c'est la première fois dans le chat, Gaspachette, Julien Enviave et aussi tous les autres. Je vois des noms, je retrouve des noms que je connais bien et qui m'avaient manqué. Vous m'avez manqué parce que bah l'air de rien on se parle aussi sur Twitter, mais sur Twitch c'est quand même plus sympa pour l'interaction, etc. Donc ça fait vraiment plaisir de tous vous voir. Évidemment, donc pour l'instant on a ce décor absolument classique, mais ensuite dès que le stream sera lancé, on partira sur la F4 espagnole puisqu'on est là aujourd'hui pour la finale de F4 espagnole. Alors c'est pas la dernière course du week-end, c'est la première course du dernier week-end de F4 espagnol. Un petit point sur le championnat, on a Théophile Naël, notre Français de 16 ans, stéphanois, pilote pour Saint-Éloque, équipe française qui a 65 points d'avance au championnat. Devant Christian Ho, pilote de Singapour, et ensuite on a Enzo Dellini à 3 points de Christian Ho. Enzo Dellini, pilote français de 15 ans, pilote Red Bull Junior, dont je fais la propagande évidemment depuis plus d'un an facilement maintenant sur Twitter. Et on a aussi Valerio Rinicella, pilote italien, redoublant comme Christian Ho, à ne pas écarter à la lutte pour le titre en tout cas. Voilà, on a deux Français qui sont dans les très très hautes positions. Leur avenir est déjà assuré, comme j'ai pu le dire sur Twitter, je le redis ici sur Twitch. Leur avenir est assuré. Alors attendez, je fais un peu des petits réglages caméra, car pour ceux qui ne savent pas, je suis pas exactement chez moi. En fait, je suis chez mes parents. C'est la première fois que j'arrive à faire un live chez mes parents, car ils ont installé la fibre. Et pour ceux qui demandent aussi si je vais streamer les autres courses de F4, et si je vais streamer la course de F4 de Macao par exemple, non, malheureusement. Malheureusement non, tout simplement parce que je suis un peu en coup de vent et globalement en fait, je continue mon emménagement et en fait, j'ai une nouvelle enfin j'ai une nouvelle maison même, on peut dire ça comme ça. Et globalement, il n'y a pas encore la fibre. Il n'y a pas encore la fibre et à cause de ça, je peux pas faire des lives depuis mon nouvel appart. Mais normalement, si tout se passe bien, on aura la fibre. J'espère mardi prochain. Officiellement, on l'aura mardi prochain. Donc, je vous tiendrai informé sur Twitter. Et dès qu'on a la fibre, vous en faites pas. Il y aura le retour des lives. Il y aura le retour. Enfin, évidemment, les previews, les débriefs du week-end. Il y a le Grand Prix de Macao de F3 qui arrive. Il y a évidemment la finale de F2 avec Théo Pourchère, évidemment, qui joue le titre. Victor Martins, Isaac Adjar, etc. Voilà, ça. Donc, j'espère de tout mon cœur que. J'espère de tout mon cœur que la fibre sera dans mon appartement la semaine prochaine, on croise les doigts. Alors oui, donc on va parler de F4 espagnol, on revient un peu sur notre sujet. Nitram qui nous demande par contre pourquoi tu streams que quand Cardenas est loin. Bah écoute, c'est pas ma faute, hein, c'est pas ma faute, il avait qu'à mieux réussir sa qualif. Non, pour de vrai, alors, qualification qui s'est bien passée pour notre français Enzo Dellini. Par contre, c'est un peu plus compliqué pour Théo Finail, qui est très loin en fait de ses standards habituels. Alors, il est très loin de ses standards habituels sont très élevés quand même, mais il partira de la 6e position sur la grille de départ. Et ça peut poser un problème, car ça veut dire que pour l'instant, en gardant ses positions, Théophile Naël ne serait pas sacré champion aujourd'hui et il faudrait attendre la course 2, voire la course 3. Théophile Naël, c'est un bon talent pour le futur espagnol. C'est un pilote français, Théophile Naël. C'est un pilote français, né en France, formé en France, etc. Il court sous licence espagnole pour des questions administratives. D'ailleurs, il y a aussi Enzo Dellini qui pourrait courir sous licence espagnole, là aussi pour des raisons administratives. On espère qu'ils arriveront à bien négocier avec la FFSA, mais il est possible que sur l'année prochaine, on ait Théophile Naël qui reprendrait la licence française et Enzo Dellini sous licence espagnole. Ce serait très très con. Et donc évidemment, la famille Dellini fait tout son possible pour avoir la licence française, puisque la licence espagnole ne ferait aucun sens. Ne ferait aucun sens. Donc voilà, c'est des questions administratives, c'est assez compliqué à expliquer. Moi-même, je ne l'explique pas totalement. Mais donc voilà, Théophile Naël, il court peut-être sous licence espagnole, mais c'est bien un pilote français, vous en faites pas. C'est bien un pilote français.
Merci à ceux Xenon 4. Oui, ça fait plaisir, comme j'ai dit, ça fait plaisir de tous vous revoir. Ça m'avait manqué, ça m'avait manqué. Ocon a bien couru sous licence italienne, par exemple. Oui, on a par exemple aussi Oscar Piastri qui avait remporté la Formule Renault Eurocup avec la licence britannique. Voilà. Donc, il faut pas non plus s'attarder sur les trucs de licence, même si, par exemple, sur les classements Wikipédia, c'est assez chiant puisqu'ils prennent les drapeaux des licences et pas les drapeaux des nationalités, et bah, du coup, c'est pas forcément représentatif. Donc voilà. Deligny veut pas rouler sous licence belge un peu pour voir. Non, et par contre, lui, il a deux nationalités, il est français et chinois, mais pour l'instant, il court sous licence française, et normalement, il devrait courir toute sa carrière sous licence française. Donc ça, c'est assez positif. Le stream de la F4 espagnol vient d'être lancé, donc pour l'instant, c'est un stream, voilà, un peu d'attente. Attendez. Oui, plein écran. Oui. Je retrouve tout d'abord la grille de départ. Alors, comme je l'ai dit, bonsoir Vettel Speed, bonsoir encore à ceux qui rejoignent. La course n'est pas encore lancée, comme vous voyez, c'est à 15h35. J'ai lancé en avance pour qu'on ait un peu de temps. Évidemment, pendant cette course, je vais évidemment essayer d'être objectif. Vous me connaissez, j'ai absolument aucune affinité pour les pilotes français. Je reste voilà très objectif. Je pense que c'est le mot. C'est à peu près ça, je pense. L'objectivité avant tout, en tout cas. Bref, assez, euh, assez discuté. En vrai, évidemment, je vais beaucoup plus m'attarder sur les pilotes français, puisque évidemment l'audience est principalement française. Et les pilotes, je vais pas dire les pilotes les plus talentueux de ce championnat sont français, mais quand on regarde le classement, Théophile Naël est premier au championnat, Enzo Deni est troisième au championnat. C'est vrai que si Naël et Deni abandonnent, tu coupes le live. Bah alors je t'avoue que ça perdrait un peu de son intérêt. Mais en fait, même en abandonnant, Naël et Deligny pourraient être tous les deux sacrés champions. Donc Théophile Naël pourrait être sacré champion au classement général, mais ça dépendra des résultats de ses rivaux Christian Ho et Valerio Rinicella. Et Enzo Deligny pourrait aussi être sacré dans la catégorie rookie. Car on rappelle, Enzo Deligny a 15 ans, il a 15 ans et demi. Oui, il a 15 ans et demi. Il a 15 ans et demi, il grandit le petit. Il a 15 ans et demi, et Théophile Naël, en fait c'est simple, il n'y a pas de calcul à faire. Théophile Naël peut être sacré s'il fait une 5ème place. Quel que soit le résultat de Christian Ho, quel que soit le résultat d'Enzo Deligny ou de Valerio Rinicella, il suffit d'une 5ème place, il suffit qu'il marque 10 points sur l'entièreté du week-end pour que Théophile Naël soit sacré. Donc Théophile Naël, il partira 6ème, il a besoin de gagner juste une petite place, et ça le fera. Et pour Enzo Deligny, pour être sacré champion rookie, c'est encore plus facile, car lui, il faut qu'il marque seulement 8 points face à Matteo De Palo. Honnêtement, Enzo Deligny, il est globalement sacré champion rookie, on va pas se le cacher. Enzo Deligny part deuxième cet après-midi dans quelques minutes, quand son rival et coéquipier Matteo De Palo part 7ème. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres Français engagés, on en parle moins, mais il y a aussi Luciano Morano et Pablo Sarrazin. Pablo Sarrazin, tiens, attendez, j'ai un peu la grille de départ. Pablo Sarrazin qui part 13ème, il y a peut-être des points à espérer pour le fils de Stéphane. Et Luciano Morano qui part 27ème. Bon, vous voyez que voilà, je m'attarde un peu plus sur Naël et Deligny. D'ailleurs, pourquoi la F4 espagnole force pour mettre le drapeau espagnol à Théophile Naël? Il est français pourtant. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est pour des questions administratives. J'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais globalement c'est assez compliqué. Pour avoir la licence française autour de ses 16 ans. Quand on veut courir dans un championnat étranger, à 15 ans on peut courir avec le drapeau français, à 16 ans c'est plus compliqué, ou il faut que ça soit en début d'année, ou etc. Mais bref, malheureusement Théophile Naël a été forcé de prendre une licence espagnole pour l'année, et pour avoir des bons contacts évidemment avec la famille Deligny pourrait être forcée à faire courir Enzo l'an prochain en Freca avec le drapeau espagnol, avec une licence espagnole. Évidemment, ils sont extrêmement contre, puisque ils ont absolument rien d'espagnol, donc voilà, ils vont essayer de faire tout leur possible pour négocier avec la FFSA pour avoir pour avoir la licence française, mais c'est pas gagné. Voilà. Mais honnêtement, honnêtement, c'est anecdotique, c'est très anecdotique. Je veux dire, vous en faites pas, si un jour ils montent en F1, ils seront avec le drapeau français, il n'y a pas, n'ayez pas peur, franchement tout va bien se passer. Oscar Piastri a roulé avec le drapeau britannique,
voilà, il est totalement australien, bien sûr. Donc voilà, un petit point sur la grille de départ, on aura l'occasion d'y revenir. Donc 35 pilotes engagés, avec Christian Ho qui part en pole position. Il est actuellement deuxième au championnat devant Enzo Dellini qui fait une énième première ligne. Alors je pense qu'il doit être à la fois très très content, Enzo Dellini, d'avoir trouvé cette régularité, de pouvoir sur tous les week-ends performer. Alors j'ai pas compté exactement combien il a fait de première ligne dans la saison, mais il a toujours pas fait de pole position et ça fait beaucoup de deuxième place en qualification. Évidemment, il a fait des victoires, donc c'est un peu pour la stat, c'est un peu anecdotique, mais quand même, je pense qu'il est sur la prochaine séance de qualification, la dernière de la saison demain, il essaiera d'arracher une première pole. Ensuite, on a Valerio Rinicella qui lui aussi peut jouer le titre, en tout cas qui joue au minimum le titre de vice-champion face à Ho et Dellini. Quatrième, le surprenant Ricardo Gracia. Cinquième, Noah Stromsted. Sixième, Théophile Nael. Donc sixième Théophile Nael, il va falloir qu'il gagne une place. Il va falloir, si Christian Ho conserve la tête de la course et gagne et s'impose, il va falloir que Théophile Nael assure une cinquième place, assure 10 points pour être sacré champion cet après-midi. Puis ensuite, on a Matteo De Palo, septième, qui est le seul qui peut empêcher Enzo Dellini d'être sacré dans la catégorie rookie. Honnêtement, ça va être compliqué pour Matteo De Palo, même s'il fait un bon week-end, hein, enfin, même si sa qualif n'est pas désastreuse, septième, quand son rival est deuxième, ça va être compliqué. Huitième, on a Noah Lyle sur la Rodin Carlin, neuvième JC Carrasquedo pour Campos, et dixième Alex Ninovic chez Rodin Carlin aussi. Cardenas, ouais, c'est plus compliqué. Il est possible qu'Andrés Cardenas ait fait 24e. Alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de tours annulés pour track limits durant l'entièreté de la séance de qualification. Ce qui fait aussi que Théophile Nael, en fait, n'a enregistré qu'un seul tour. Vous me direz, pas grave, son meilleur tour, il a quand même fait 6e, c'est pas mal. Sauf que la grille de départ de la course 2, qui offre moins de points, mais qui offre quand même 18 points au vainqueur. La grille de départ de la course 2 est déterminée selon l'ordre, selon le meilleur deuxième temps de chacun lors de cette séance de qualification. Donc Christian Ho, il n'y a pas de souci, il avait fait les deux meilleurs temps de la séance, donc il partira en pole demain matin. Enzo Dellini, il avait fait aussi le meilleur deuxième temps, si on peut parler comme ça. Et Théophile Nael, en fait, il a eu pas mal de tours annulés pour track limits, et du coup, il en a enregistré qu'un seul. Et donc ce qui fait qu'il partira 30e pour la course 2. On va pas s'alarmer, hein. Pour l'instant il n'y a pas d'alarme sur le fait que Théophile Nael pourrait perdre le titre face à Christian Ho. Il a quand même 65 points d'avance, on peut en gagner 75 sur le week-end, mais faut pas faire durer ça. Il faudrait pas non plus que ça se joue à la dernière course, car sur une course tout peut se passer. Là, Théophile Nael, il doit juste assurer la 5e place. Et c'est tout. Alors Enzo Dellini, il est toujours titrable, mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il est à 68 points de Théophile Nael et il n'en reste plus que 73 vu que Christian Ho a pris les 2 points de la pole position ce matin. Donc Enzo Dellini est titrable, mais ça va être compliqué. En qualif, Noah Stromsted, il a fait une bonne qualif, 5e. Bon alors, c'était le gros favori au titre, donc c'est un peu décevant, mais en fait, il a totalement décroché au championnat, il est 7e, il ne joue plus rien globalement, à part peut-être 1 ou 2 points de super licence tout cassé, les points de super licence FIA qui sont donnés pour le top 7, pour le top 7 final du championnat. Le titre de haut après un week-end désastreux de Naël, j'y pense. Oh, non, j'y pense pas trop. Non, mais il n'y a pas de raison. Alors par contre, la diffusion de la course de F4 espagnole, c'est toujours compliqué. Les caméras sont assez hasardeuses. Parfois, on se concentre sur le pilote en 34e position alors qu'il y a une bataille pour la 4e place. Donc parfois, c'est assez compliqué. Et parfois le stream anglais part en retard. Donc je vais partir voir ce qui se passe sur le stream espagnol, qui parfois a moins de soucis. Starting soon, folks. Bah oui, j'espère bien. J'espère bien, mon ref. S'il y a quelqu'un qui peut me dire si le stream espagnol est lancé, ça m'arrangerait. Puisque si on loupe le départ, ça serait un peu dommage. Oui, c'est la même chose qu'en F1, 25 points pour le vainqueur, puis 18, 15, 12, 10, etc. jusqu'au point pour la 10e place.
Je me souviens de Valence, il y a eu un gros plan du dernier virage en permanence pendant 5 minutes. Non mais Valence, c'était un level au-dessus. En plus, moi, Valence, j'ai suivi ça de façon totalement décalée vu que j'étais parti en Espagne. Non mais attends, non, 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 mais... Franchement, la F4 espagnole, les streams de la F4 espagnole, j'en parlerai dans mes mémoires. Hein, c'est... Franchement, on critique pas mal le live de la F4 française, mais honnêtement, les images en tant que telles sont bien. C'est juste le commentateur qui est parfois perdu. Mais au moins les images suivent. Alors que vraiment la F4 espagnole, c'est compliqué. C'est compliqué. Hop, Carrera uno. Una? Uno? Una? J'ai pas fait LV2 espagnol, donc je sais pas. Hein. Euh, mes 7 jours sur Duolingo d'espagnol ne suffisent pas malheureusement. Ouais, bah on croise les doigts pour que le titre de Théophile se fasse aujourd'hui, hein, comme j'ai. Frère. Calme. Calme, calme, calme. Puisque ouais, alors je vais pas je vais pas mettre Enzo Dellini magnifique. Je vais pas mettre le son de la du stream de F4 puisque sinon ça va doubler avec les commentaires espagnols. Ça va être assez insupportable. Donc on n'entendra pas le bruit des moteurs. Hablo un poquito espagnolo. Ouais. Ouais, pareil, un poquito. Enfin, je suis plus fort en italien. Je suis plus fort en italien, mais en espagnol, pouh. Bon, donc là, on a Guile Barrado qui nous raconte sa life. C'est un peu le gars des communications de F4 espagnol, qui lui est très compétent, hein, très sympa d'ailleurs. Lui, il est compétent, mais bah, faudrait qu'il fasse quelque chose hein, pour les images. Et au lieu de parler, il ferait mieux de lancer le stream anglais. Bref, bref, on est en train de se perdre. Bon, écoutez, ah bah voilà, on les voit sur la grille de départ, ils sont tous là. Bon, le tour de formation est pas encore parti. Beaucoup de voitures hein, sur cette grille de départ. Il y en a maintenant plus qu'en F4 italienne, c'est assez fou. La F4 espagnole qui commence à devenir, je vais pas dire la F4 principale, mais en tout cas qui commence à sérieusement concurrencer la F4 italienne qui est historiquement la F4 la plus suivie avec la plus relevée. Mais oui, d'ailleurs, l'an prochain, Matt Timoem fait bien de le souligner, on aura l'équipe de Thibaut Courtois, TC Racing, qui sera alignée avec deux voitures a priori. On a un point sur la grille de départ, Christian Ho qui part en pole position devant Enzo Dellini. Puis ensuite on a Valerio Rinicella, Ricardo Gracia, Noah Stamstad et le leader du championnat Théophile Nael. Puis on a Matteo De Palo, Noah Lyle, Jesse Carrasquedo, Alex Ninovic, Pedro Clerot seulement 11e alors qu'il est 6e au championnat. Puis ensuite on a Iyu Yamakoshi vu en F4 France, Pablo Sarrazin, Alvizero Della, Juan Cota, Theodore Jensen sur la deuxième Saint-Eloc, Alexander Abkazava, Flavio Oliveri, Kinua Lazari seulement 19ème, je l'avais pas remarqué lors des qualifications, mais seulement 19ème, 20ème Eric Géné, le fils de Jordi Géné, 21ème Odenus, 22ème Barrichello, on a 25ème Luciano Morano, donc le français sur la troisième Saint-Eloc, 26ème seulement Andrés Cardenas. Qualif aussi un peu raté pour Federico Alrifai, 30ème. Fernando Barrichello, le fils de Rubens, qui est seulement 31ème. Et on a Pérez, qui est 33ème pour ses débuts en F4 espagnol. Évidemment, il n'a rien à voir avec Sergio Pérez. Alors non, c'est pas le... Non, je crois que c'est le neveu de Marc Géné, mais c'est le fils de Jordi Géné qui était en pilote en WTCC, en voiture de tourisme. Mais c'est le neveu de Marc Géné, le pilote de F1. À vérifier, mais de mémoire, c'est ça. Le tour de formation donc qui est lancé. Alors, encore une fois, je l'avais dit sur Twitter, mais on est pas mal sur de l'honneur pour certains, sur avoir la meilleure position au championnat, car honnêtement, pour la plupart des pilotes, les jeux sont faits, ils savent déjà où ils vont rouler l'an prochain. Christian Ho, d'ailleurs, je n'avais pas répondu à la question quand elle m'avait été posée dans le chat, mais Christian Ho, il roulera normalement chez Campos toujours, mais en Eurocup 3, donc le championnat un peu grand frère, le championnat rival de l'Africa, qui est quand même moins compétitif que l'Africa, mais qui est quand même une bonne catégorie qui commence à émerger, dont la première saison a été un succès, et dont Esteban Masson a fait la pole position et mène le championnat. Donc
il y a aussi une possibilité qu'il soit titré. Alors aujourd'hui, ça va être compliqué car il faudrait qu'il mette que ses rivaux marquent 0 points. Mais il y a une possibilité qu'il soit titré aujourd'hui ou de façon plus réaliste demain. Donc voilà, Cristiano, il roulera en Eurocup 3 chez Campos. Enzo Dellini, j'ai déjà montré l'une des photos, j'ai déjà fait un peu fuiter une photo de ses essais au Red Bull Ring où il courait avec la Freca de Air Race aux couleurs Red Bull. Donc il va bien garder le soutien de Red Bull. Que dire, Théophile Nael, il va monter en Freca chez Saint-Eloc. Valerio Rinicella en Freca chez MP Motorsport. Noah Stromstred en Freca chez RPM, ça a été confirmé officiellement. Voilà, Pedro Clerot devrait rejoindre Van Amersfoort. Matteo De Palo, lui, c'est un peu moins sûr, mais il devrait monter en Freca ou en Eurocup 3. Il pourrait être en Freca chez Saint-Eloc, il pourrait retrouver Théophile Nael et peut-être aussi Enzo Peugeot, le vice-champion de F4 française. Donc ça serait un sacré trio si Saint-Eloc arrive à aligner ces 3 pilotes. Saint-Eloc qui a des grosses ambitions, on rappelle que l'équipe française n'en est qu'à sa première saison en monoplace et pourtant, il domine le championnat de F4 espagnol, il domine avec Théophile Nael. Luciano Morano, il va pas monter en Freca. Alors, j'en sais rien, ou en tout cas, s'il monte en Freca, ça sera dans une très petite équipe. Donc voilà, Saint-Eloc qui a tout emporté sur sa première saison de F4 espagnol. Il manque juste un titre. Ce titre peut être aujourd'hui. Théophile Nael a besoin d'une 5e place pour s'assurer du titre, quels que soient les résultats de Christian Ho, Enzo Dellini et Valerio Rinicella, les 3 autres pilotes mathématiquement en lice pour le titre de champion de F4 espagnol. Christian Ho par premier, Enzo Dellini par deuxième, la voiture aux couleurs Red Bull à gauche de votre écran. Valerio Rinicella par 3ème. Théophile Nael a juste besoin d'une 5e place. Quant à Enzo Dellini, il a seulement besoin d'une 6e place pour s'assurer le titre rookie face à Matteo De Palo qui part seulement 7ème. On a les dernières voitures qui s'installent sur la grille de départ. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. J'ai toujours rêvé de le dire, donc voilà. Il va falloir que je me trouve une meilleure intro pour les départs un jour. Alors j'espère qu'on va au moins nous montrer les feux, puisque là on ne sait pas trop ce qu'ils attendent. Bonne première impulsion de Cristiano Ho. Bon départ aussi d'Enzo Dellini. Enzo Dellini qui va prendre l'aspiration de Cristiano, mais Cristiano est vraiment très très bien parti. Et Théophile Nael qui a directement pris la 5e place, il va essayer d'attaquer pour la 4e place Ricardo Gracia ou même Rinicella. Théophile Nael, il va assurer la 5e place. Et est-ce qu'il assure tant que ça? Rose, ça sort un peu au large. C'est une Rodin Carlin, je ne sais pas qui c'était. Théophile Nael 5ème, est-ce qu'il peut s'assurer de prendre une place en plus? Il a doublé Noah Stromstad au départ, ça c'est très 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 important cette 5ème place, il va falloir la garder et il va essayer de tenter l'intérieur sur Ricardo Gracia, sur sa Monlao Motorsport, l'antenne espagnole de Van Amersfoort Racing. Théophile Nael qui va passer, magnifique Théophile Nael, 4ème, il est très très fort, c'est peut-être son point fort hein, honnêtement, je pense que son point fort c'est les départs. Et il l'a prouvé une nouvelle fois. Alors certes, il avait calé lors de la course précédente où malheureusement on a une Technicar, je pense. On a une Technicar qui est partie dans les graviers. C'était une Rodin Carlin, c'était celle de Federico Alrifai, le pilote émirati, qui avait fait déjà une mauvaise qualification. Donc Théophile Nael 4ème. Attention à Noah Stromstad hein, quand même qui reste proche. On a une MP qui est partie un peu au large. C'est Pedro Clerot qui a fait un bon départ, 8ème. C'est un bon départ pour le... Ah bah, il a reperdu quelques places, malheureusement, le Brésilien, en partant un peu dans les graviers. Théophile Nael, en tout cas, 4ème. C'est parfait. Là, pour l'instant, c'est le début de course parfait pour Théophile Nael, pour le pilote français. Alors qu'il certes court sous licence espagnole en effet, mais ça serait le premier français à être titré dans ce championnat. C'est assez rare hein, que des Français soient titrés dans des F4 étrangères. Je pense que le dernier c'était Théo Pourchère en 2019 en F4 allemande, donc ça commence un peu à remonter. La plupart des Français évidemment vont en F4 française pour des raisons diverses et variées. Théophile Nael et Enzo Dellini ont fait le choix de la F4 espagnole. Alors je le réponds à nouveau, mais pourquoi il y a la licence espagnole Théophile Nael? C'est tout simplement pour des questions administratives, la FFSA qui n'a pas autorisé Théophile Nael à prendre la licence française pour des questions d'âge.
c'est pas très clair, honnêtement, mais vous en faites pas, Théo Final est bien français et il a son drapeau français fièrement arboré sur son casque et un peu partout. Donc vous en faites pas, normalement, dès la saison prochaine, Théo Final reprendra les licences françaises. Donc oui, évidemment, la plupart des pilotes français vont en F4 France. Evan Gilter et Enzo Peugeot en sont la meilleure preuve, alors que là, on a une jolie bataille entre Noah Lyle et Pedro Clerot. C'est pour le dernier point. Noah Lyle qui laisse très peu de place aux pilotes brésiliens, mais Pedro Clerot qui va peut-être pouvoir enrouler à l'extérieur. On va voir la fin de la bataille. On va même pas voir la fin de la bataille. Voilà, je vous avais prévenu que les images de F4 espagnol, c'était très compliqué. Je crois quand même que Pedro Clerot est passé sur Noah Lyle. J'attends la confirmation. Cette bataille se passe juste derrière Iyu Yamakoshi, qu'on nous montre à l'écran. Attention, Valerio Rinicella à l'intérieur, sur Enzo Dellini. On nous montre une crame, c'est Olivieri, ça se passe dans le fond de peloton, mais on a envie de voir ce qu'il se passe devant pour la deuxième place entre Dellini et Rinicella. Honnêtement, Rinicella partait de loin. C'était une attaque très osée. Non, il n'est pas passé. Valerio Rinicella. C'était très osé, mais attention, Rinicella, il était très loin en qualification. Il était très loin en qualification de Ho et Dellini. Mais là, Rinicella en course, il semble avoir un rythme assez monstrueux, j'avoue. Meilleur tour pour Christian Ho, Enzo Dellini qui a 8 dixièmes, Valerio Rinicella qui reprend directement le meilleur tour. Alors je sais pas si Valerio Rinicella tape plus dans ses pneus ou qu'il a des pneus neufs tout simplement, puisque il y a des pilotes qui ont des pneus usés, des pilotes qui ont des pneus neufs, c'est toujours assez difficile de savoir quand on n'est pas dans le paddock. Et c'est des pneus qu'ils gardent sur plusieurs courses, hein. Contrairement au Grand Prix de F1 où un train de pneus tu l'utilises sur un week-end, il y a des trains de pneus qui font plusieurs week-ends carrément. Donc voilà, c'est des taux d'usure de pneus assez différents. Et voilà, la safety car qui est déployée pour Olivieri, ça va permettre un peu à Enzo Dellini de reprendre un peu son souffle. On va pouvoir un peu respirer. Bora, il a du mal dès qu'il court plus sur un circuit abandonné en Inde. Ah, c'est dur. C'est dur. Et puis quel Bora, parce que les deux frères sont un peu pareils, mais les deux ont fait des bonnes saisons en Europe quand même. C'est pas à sauter au plafond, mais les deux ont fait des bonnes saisons en Freca, en F4 et italienne. Bon, écoutez, pour l'instant, ça part bien. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on aurait Théophile Naël, sacré champion mathématiquement, on pourrait plus le rejoindre. Et Enzo Dellini serait sacré champion rookie, hein. Son rival Matteo De Palo est 6ème. Honnêtement, voilà, tout se passe bien. D'ailleurs, est-ce que Thomas Strauven roulera en F4 l'an prochain? On revoit le départ. Alors, on revoit le départ, très propre, et Théophile Naël qui a directement pris le meilleur sur Noah Stromstead, en tout cas, très propre. Pour Strauven, j'avoue que je ne sais pas. Il a déjà fait une manche. Il a déjà fait une manche avec MP Motorsport, donc je pense que son objectif c'est la F4 Espagne. Malheureusement pour lui, il n'a pas gagné le volant Richard Mille, ça l'aurait bien aidé, mais je ne sais pas exactement ça. Les sièges de F4, il y en a déjà pas mal qui sont pris par certains pilotes de karting avec de gros soutiens. Je pense notamment à René Lamers, le fils de Yann, l'ancien pilote de F1, qui sera soutenu par la Ferrari Driver Academy, qui devrait normalement rouler chez MP Motorsport, si je ne dis pas de bêtises. Chez Campos, on pourrait aussi avoir de nouveaux pilotes, notamment des pilotes venant de la Red Bull Academy, puisque Red Bull a priori assez content de la façon dont la saison d'Enzo Dellini s'est passée en F4 espagnol chez Campos. Et voilà, on sent qu'il y a de plus en plus de liens qui se font entre Red Bull et Campos, de la F2 à la F4. Et avec notamment en F2, normalement Isaac Adjar et Pepe Marti qui rejoindront l'équipe espagnole, l'équipe basée à Valence. Enfin Valence en Espagne, hein, Valencia, pas Valence en France, qui rejoindront l'équipe espagnole en Formule 2 l'an prochain pour Isaac Adjar. Donc ce sera sa deuxième saison. On espère que ça se passera un peu mieux que sa saison actuelle, évidemment. Même si Isaac Adjar a gardé la confiance, et a même une confiance accrue de la part du Red Bull Junior Team, qu'on a un peu du mal à expliquer, hein, je vous l'avoue. Il y a un... Pourquoi? Comment? Comment? Mais tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui, évidemment, on va pas... Ils doivent avoir des datas qu'on n'a pas, mais tant mieux pour Isaac Adjar. On revient sur la F4, en tout cas on revient en Espagne. Un petit point sur le classement avec Christian Ho devant Enzo Dellini et Valerio Rinicella. Puis on a Théophile Naël 4ème, Noah Stromstead 5ème, Matteo De Palo, Ricardo Gracia, Pablo Sarrazin. Très bon départ de Pablo Sarrazin, le 3ème français, qui pourrait faire peut-être son dernier week-end en monoplace, hein. On sait qu'il a une double carrière en rallye, et que
il a peut-être un peu plus de talent en rallye qu'en F4. Hein. Sa saison a été assez compliquée chez Manlao. Il y a eu quelques points, mais ça, pour une deuxième saison en F4, il avait déjà fait la F4 France l'an passé. Je pense qu'il en attendait un peu plus, mais s'il peut finir sur une bonne note, ça peut être cool. Ça peut être cool pour lui. 9e, Iyu Yamakoshi, hein, le 5e de la F4 France. Iyu Yamakoshi, très honnêtement, il est dans l'équipe B de Campos, c'est-à-dire Technicar, et l'objectif c'est de passer dans l'équipe A l'an prochain. Il est bien parti, il y a des clauses de performance dans son contrat, et pour l'instant il les respecte. Donc Iyu Yamakoshi pour l'instant a l'air bien parti hein, pour continuer en F4 espagnol, et pour cette fois jouer le titre avec Campos. Et ensuite, on a 10e Noah Lyle et 11e Pedro Clerot à la porte des points. Ça me manque de vanner Renault Kadjar, hâte de 2024. Bah attends, t'en fais pas, il y a encore un week-end de F2. Hein. Bon, la safety car prend un peu de temps. On n'a pas encore, on n'a pas d'image vraiment de l'évacuation de la voiture de Oliveri. Je me corrige puisqu'il y a plusieurs pilotes en fait. Je crois qu'il y a 2 ou 3 pilotes qui s'appellent Oliveri. Et il y a Oliveri et Oliveri, ce qui n'est pas franchement très pratique, on va pas se le cacher. On saura quand pour le vainqueur du Scout Camp FDA, donc de la Ferrari Driver Academy, il y avait René Lamers dans les finalistes, ce serait cool pour lui. Je sais pas quand est-ce que ça sera annoncé, mais globalement, Enzo Deini, meilleur tour. Je sais pas pourquoi ils ont montré que meilleur tour. Je sais pas, bref. Oui, alors normalement René Lamers il va rejoindre la Ferrari Driver Academy. Pour être très honnête, je l'ai vu à Zandvoort, René Lamers, et il n'arrêtait pas de parler à des gens de Ferrari. Il était toujours dans les pattes des gens de Ferrari qui étaient là pour Raphaël Camara. Et voilà, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Hein. Honnêtement, Lamers chez Ferrari, ça sent très 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 bon. Ouais, mais s'il lâche un attentat sur Théo, Non, et si on peut éviter du drama franco-français hein, pour la finale de F2 à Abu Dhabi, hein, ça se rapproche, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, finalement on commence à voir le bout. Hein. Donc voilà, par contre Evan chez Mercedes, ça peut se faire. Honnêtement, je pense que c'est une théorie hein, que j'avais déjà lancée il y a quelques semaines, peut-être même mois, en live sur Twitch, puisque globalement il y a un gars de Mercedes, Stéphane Guérin, à qui je passe le bonjour, hein, d'ailleurs très sympathique, Stéphane Guérin qui like et retweet souvent mes tweets quand je parle d'Evan Gilter. Donc je me suis dit, ah pourquoi pas. Et à Hockenheim, en Freca, Evan Gilter a été vu en discussion avec des gars de Mercedes. Donc je me dis, pourquoi pas. On a la relance de safety car Christian Ho qui va devoir gérer Enzo Dellini, Valerio Rinicella, Théo Finael. On a le top 4, on a les 4 pilotes les plus prometteurs, les plus talentueux de ce championnat aux 4 premières positions. Un peu dans le désordre. Mais voilà, relance très 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 importante pour Christian Ho s'il veut garder en vie ses espoirs de titre. Théo Finael, lui, il a juste à sécuriser un top 5. Est-ce que Enzo Dellini va tout faire pour arracher la victoire? On va vite le savoir. En tout cas, Christian Ho prend un peu de temps. Il prend un peu de temps pour relancer. Est-ce qu'il relance maintenant? Il relance dans l'avant-dernier virage, il accélère. C'est bon, il est reparti. Il est reparti. Enzo Dellini s'est plutôt bien accroché quand même. Mais ça va être dur de tenter une attaque au premier virage, à voir la sortie du dernier virage. Il a une aspiration, honnêtement ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Attention, Noah Stamtred qui est assez proche de Théo Finael. On aimerait bien avoir la caméra voilà, de l'autre bout de la ligne droite. Et Valerio Rinicella qui est proche. Attention, les deux Français qui sont un peu sous attaque. Il se décale un peu. Noah Stamtred qui essaye d'enrouler à l'extérieur. Ça va pas passer. Théo Finael qui défend bien. Théo Finael qui va conserver cette 4ème position, mais attention à Noah Stromstad qui lui, il doit sauver sa saison, il doit faire des bonnes performances. Son avenir est déjà sécurisé, certes, mais quand même cette saison est un petit désastre pour lui. Donc il doit essayer de faire des podiums, de faire des victoires. Donc honnêtement, la lutte au titre, il est pas dedans, mais justement, il a rien à perdre. Noah Stamtred, attention, Rinicella qui attaque sur Enzo Dellini, Rinicella à l'intérieur, et malheureusement ça va passer, attention, il laisse la place, et malheureusement Enzo Dellini qui va descendre au 3ème rang, attention Valerio Rinicella qui prend la 2ème position, il a le meilleur tour, il a un rythme assez fou, le pilote italien là sur ce début de course. Alors Cristiano est en train de s'échapper, mais attention, maintenant on a les deux Français, 3ème et 4ème, pas de bêtises les enfants, pas de bêtises. Ouais, Enzo a pas un rythme incroyable hein, sur ce début de course. Ma théorie, c'est qu'il a des pneus un peu plus usés, car c'est vrai que là, c'est assez compliqué. Théo Finael qui va essayer d'attaquer Enzo Dellini. Enzo Dellini qui défend l'intérieur. Théo Finael qui va peut-être recroiser le pilote stéphanois. Attention, attention. Ils sont à 2 de front. Théo Finael qui enroule à l'extérieur.
ça va pas passer, ne vous poussez pas dans le gravier, et Théophile Naël qui prend le meilleur. Il prend le meilleur, magnifique. Magnifique dépassement. Il a du mal, Enzo Deini, il commence vraiment à avoir du mal là. Alors je sais pas s'il est un peu dans une spirale un peu négative ou s'il a été poussé dans la partie sale de la piste, mais c'est Enzo Deini et qui est sous pression de Noah Samside, hein, malheureusement. Enzo qui est un peu en souffrance. Non, ça va. Alors il a fait une bonne sortie de dernier virage, donc il va garder sa 4ème position sans souci. Un accrochage entre les deux t'aurait fait arrêter le stream, à vous. J'avoue que là j'aurais... C'est pas comme ça que j'aurais imaginé mon retour de stream, hein. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de voir la bataille pour la victoire, puisque est-ce que Valerio Incella peut revenir sur Christian Ho et est-ce que peut y avoir une bataille, donc ça serait surtout pour le titre de vice-champion, hein, entre ces deux-là. Ça va être intéressant à suivre. Pour Enzo Dellini qui a repris un peu de rythme, hein, il est à 4 dixièmes, il a 4 dixièmes de Théophile Naël, il est dans le rythme, donc je pense qu'il a... Alors je sais pas s'il a mal géré la relance, la façon de chauffer les pneus, mais en tout cas ça a été une relance, un tour de relance dans son ensemble compliqué, mais là Enzo Dellini reprend du rythme. De Pallo se rapproche de Enzo. Alors De Pallo, oui, De Pallo est 6ème, mais pour que Enzo Dellini ne soit pas sacré champion rookie, il faudrait que Enzo Deini soit en dehors du top 6 et que Matteo De Pallo gagne. Matteo De Pallo, la victoire, ça va être compliqué. Attention, on a une attaque de Quinoa Lazari qui part de très loin sur Pablo Sarrazin. Pablo Sarrazin, voiture au numéro 12, et Pablo Sarrazin, le français, qui va rester devant. On a le replay de cette bataille franco-française. Non, Théophile Naël n'a pas le drapeau espagnol, arrêtez de forcer. C'était assez joli, c'est resté propre, et honnêtement, quand on compare avec le début de course, le début de saison, je suis persuadé que ces deux-là seraient allés à l'accrochage. Je suis persuadé, parce qu'on l'a déjà vu à Spa-Francorchamps. Mais donc c'est bien mieux. Mais les gens qui font les streams de F4 espagnol, qu'est-ce que vous avez dans... Enfin... Bref, pardon, je vais éviter de trop m'apesantir, hein, sur les réalisateurs de F4 espagnol. Je pense qu'ils font de leur mieux. En tout cas, bah merci à Gaspachette, c'est super agréable à voir avec tes commentaires. Je fais de mon mieux, mais j'avoue que c'est pas évident quand même avec les images qui nous sont offertes. Et alors pour l'instant, on est presque à mi-course, hein. On a des courses de 30 minutes, c'est un peu plus long qu'en F4 française. On a des courses de 30 minutes et pour l'instant, les écarts sont stabilisés. Et ça veut concurrencer la F4 Italie. Pas faux. Pas faux. Non, mais en vrai, c'est vraiment le seul truc qui manque, hein, à la F4 espagnole, car les équipes, les pilotes de qualité, ils les ont. Même les communications sur les réseaux sociaux, ils sont très bien. Mais bah, c'est vrai que pour l'instant, les images, le streaming en lui-même, c'est pas bon. C'est pas bon. Naël s'est tellement amélioré en intelligence de course, ouais, clairement. Il suffit de revoir un peu, tout simplement ce qu'il faisait en fin d'année dernière, puisqu'on rappelle que Théophile Naël n'est pas rookie, il a commencé en juillet 2022. Théophile Naël, il a aussi fait la saison de F4 Emirati pendant l'hiver. Il était très rapide déjà, mais il avait une intelligence de course qui était pas folle, honnêtement, hein. Il attaquait beaucoup trop, il surconduisait peut-être un peu trop, il a vu les track limits, il y avait des accrochages, des dépassements en dehors de la piste, etc. Et Théophile Naël, depuis, il a trouvé une constance, une solidité. Bon, alors évidemment, parfois il y a une course où, enfin la course précédente, par exemple à Estoril, où il cale, bon bah oui c'est dommage, mais évidemment ça reste un pilote de 16 ans quand même, hein. Mais oui voilà, Théophile Naël s'est énormément amélioré sur ça. Enzo Deligny aussi qui avait du mal, il avait du mal sur la régularité. Je me rappelle de son week-end à Motorland où il fait une victoire, deux deuxièmes places, et le week-end d'après à Navarra, bah, c'est plus compliqué. Alors il y avait aussi de la malchance, mais voilà, pas que. Et deuxième moitié de saison, c'est quand même beaucoup plus régulier, et son pire résultat, c'est une 6ème place. Il a fini toutes les courses, donc ça c'est très positif. Et honnêtement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ils vont s'adapter en FRECA. Alors j'ai pas de data, j'ai pas de données globalement sur comment se passent les premiers essais pour Théophile Naël, mais pour Enzo Deini ça se passe très bien. Il est en tout cas assez aisément devant ses coéquipiers qui sont Zachary David et Tuka Taponen. Tuka Taponen, ancien champion du monde de kart, protégé de Ferrari, donc voilà, quand même pas le premier venu. Donc voilà, Enzo Deligny en FRECA, ça sera à surveiller, hein. Évidemment ça sera un rookie, il n'aura pas fait la préparation de Formule régionale Moyen-Orient,
pendant l'hiver comme Théophile Nael ou d'autres, ou beaucoup d'autres pilotes, Noah Stromsted, beaucoup de pilotes vont faire le championnat de Moyen-Orient cet hiver, et évidemment pourquoi s'en priver, hein, il y a de la préparation, il y a du roulage, et évidemment qu'il faut la faire, mais malheureusement Enzo Dell'Igny, il n'aura que 16 ans en avril, les 16 ans réglementaires, donc ça va être... malheureusement, il aura un désavantage, comme cette année en F4, où il était le pilote le moins expérimenté avec Andrés Cardenas. Voilà. Malheureusement, c'est un désavantage, il va devoir faire avec. Est-ce que tu as vu le TikTok de Enzo sur son premier roulage en kart? C'est trop mignon. Franchement, si vous avez TikTok, regardez le TikTok de Enzo sur voilà, son premier roulage en kart. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est très mignon. Par contre, ce qui est moins mignon, c'est que Noah Stromsted met la pression à Enzo Dell'Igny pour la 4ème place. Il met une bonne pression. Pour l'instant, il n'arrive pas à trouver la faille. Il redescend à 5 dixièmes. On a des écarts stabilisés. En tête, la gestion des pneus, enfin, en tout cas, l'usure des pneus ne fait pas totalement effet pour le moment. On voit Enzo Dell'Igny qui est quand même dans la seconde de Théophile Nael, mais qui accuse un peu le coup. Homero qui me demande si j'ai vu les qualifs de F4 à Macao. Ouais, j'ai suivi ça. Bah oui, alors les prémas qui sont évidemment très 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 rapides. Voilà, ils ont les meilleurs réglages, les meilleurs moteurs hein, aussi, on va pas se le cacher, un Prema, voilà, c'est Prema, c'est la référence, et en face, il n'y a pas grand-chose comme référence, il n'y a pas grand-chose comme autre équipe, en tout cas de qualité. Il y a R-Ace, mais R-Ace en F4, c'est pas pareil que R-Ace en Freca, même s'il progresse. Voilà. Adrien David, hein, qui a fait 3ème, c'est une bonne qualif, mais en fait, ça semblait tout simplement impossible de se battre avec les deux Prema de Lindblad et Slater. Nael en F4 Emirati, je le trouvais rapide mais trop agressif, ça fait plaisir de voir qu'il a réussi à gommer ce défaut. Ouais, non, c'est vraiment très très positif et très prometteur pour la suite. Zachary, le frère d'Adrien, ouais, non, pas du tout, pas du tout, mais surtout que Zachary David, d'ailleurs, c'est un peu le même délire que Théophile Nael, c'est un pilote qui vient des Philippines, mais qui court sous licence maltaise. Alors des pilotes qui courent sous licence maltaise, je vous avoue que j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. T'aurais des infos sur Adrien David? Non. Non. Les infos les plus récentes, en tout cas que j'avais, c'était au niveau du... Pendant le paddock, avec la finale de F4 France, quand j'avais parlé à Renaud Derlot, à cette époque, tout semblait très... ça semblait pas fait, mais il était dans la meilleure position qu'il avait jamais été pour aller en F3 chez MP. Sauf que depuis, il y a des choses qui ont changé, a priori. Il y a Kasper Stuka qui va rejoindre le Red Bull Junior Team. C'est pas encore annoncé, mais ça a été un peu révélé par une gaffe par le patron d'AlphaTauri, Peter Bayer, lors d'une conférence de presse en Pologne, alors qu'on a une Rodin Carling qui rentre dans les stands avec sans aileron avant. Alors je sais pas s'il y a eu un contact, mais ça se passait au cœur du peloton en tout cas. Donc voilà, pour Adrien David, malheureusement, je pense que Kasper Stuka, lui, va lui prendre sa place. Avec le soutien de Red Bull. Un Red Bull qui va enterrer la carrière d'Adrien. Voilà, après tout espoir n'est pas perdu, il reste un 3ème siège. J'ai plutôt entendu parler de Grégoire Saucy, peut-être pour apporter plus de l'expérience. Voilà, c'est vraiment dommage pour Adrien David. Je sais vraiment pas de quoi sera fait son futur. Voilà, c'est le running gag un peu de cette chaîne hein, depuis un an. Alors ça fait pas un an encore que j'ai lancé cette chaîne Twitch, mais c'est un peu ça à chaque stream. Malheureusement, bah voilà, c'est les montagnes russes comme toujours, et pour Adrien David, ça va être compliqué. D'ailleurs, tu sais ce qui attend Narak l'an prochain. Raphaël Narak, c'est son coéquipier en F4 à Macao chez AirRace. A priori, Raphaël Narak partirait sur une 2ème saison. Il partirait sur une 2ème saison avec AirRace. Donc voilà, de toute façon, c'est pas un pilote qui va aller très loin dans la pyramide monoplace. Mais il progresse, l'équipe aussi. Donc à voir, il pourrait avoir comme coéquipier Jules Caranta. Un très très bon pilote français de karting que je suis très attentivement. Caranta qui hésite entre la F4 France et la F4 Italie chez AirRace. Un petit point sur la course, tout se passe bien. Tout se passe bien et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de batailles. Il n'y a pas beaucoup de batailles. Enzo Dell'Igny a repris de l'air sur Noah Stromsted. Pour l'instant, c'est, je vais pas dire le meilleur scénario, mais je veux dire, c'est Théophile Nael serait champion. Serait champion actuellement, Enzo Dell'Igny serait champion rookie. Voilà. C'est celui qui parle assez mal anglais. Non, c'est pas lui. Lui, c'est Louis Iglesias, finaliste du volant Richard Mille.
C'est celui qui parlait très très mal anglais et qui a, je pense, perdu beaucoup de points à ce niveau-là. Non, Jules Carentage, je sais pas à quel point il parle bien anglais, pour être honnête, je ne sais pas. Nitram qui nous dit Adrien David des nouvelles, super nouvelle actuellement, dans 2 mois pour la déception. C'est vraiment c'est un peu ça. C'est un peu ça. Comment va évoluer Saint-Éloque en monoplace selon toi nous demande Ethan. Euh, je pense honnêtement que Saint-Éloque, ça va être à surveiller très 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 attentivement les années qui viennent. Je pense aussi que Saint-Éloque, globalement, c'est une énorme chance pour le sport auto français. Saint-Éloque, il y a des investissements énormes, il y a des investissements énormes derrière qui font que voilà, ils se donnent les moyens d'arriver au plus haut niveau. Alors je parle pas, hein, je parle pas de Formule 1, hein, mais voilà, au plus haut niveau des formules de promotion. Euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup de budget. Je vais pas dire autant que Préma parce que ça m'étonnerait quand même, mais voilà, il y a énormément de moyens qui font qu'ils progressent très rapidement. Et cette saison de F4 espagnol, on est le meilleur, voilà, on est le meilleur exemple. Et en Freca, même s'ils ont fait que 8e, 9e au championnat des équipes, bah, ils ont progressé très vite aussi. Il y a eu un premier podium avec Esteban Masson notamment. L'an prochain, il pourrait avoir un trio Naël, Depalo, Enzo Peugeot, ce qui serait quand même vraiment pas mal, on va pas se le cacher. Et voilà, ils essayent de recruter pas mal d'ingénieurs d'équipes adverses, des ingénieurs expérimentés, des ingénieurs qui ont déjà gagné. Donc honnêtement, Saint-Éloque, vraiment à surveiller. Je pense qu'il y a un moment où ils vont essayer d'aller en F3, F2. Il va falloir qu'il y ait une opportunité, évidemment, qu'il y ait une place qui se libère, ou voilà, pour acheter des voitures, etc. Mais clairement, Saint-Éloque va monter très vite. Je pense pas qu'ils gagneront hein, la Freca dès l'an prochain, ce serait un peu abusé, mais Saint-Éloque progresse très très vite. Beaucoup d'investissements. Alors il n'y a pas que la famille Naël, hein. Il y a pas que. Alors la famille Naël est très riche, mais voilà, il y a énormément de soutien pour Saint-Éloque, donc ça peut aller très loin. Avec des soutiens pareils, ça peut aller très loin. Mon rêve, alors je sais pas à quel point c'est réaliste ou pas, ça serait qu'il devienne une sorte de Audi Junior Team, car on sait les liens entre Audi et Saint-Éloque en GT. Et je pense qu'en tout cas, ça doit être un peu. Ça doit être un peu une idée de certaines personnes chez Saint-Éloque. Alors que là, on a une bataille. On a une bataille là cette fois. On a une bataille pour la 7ème position entre Ricardo Gracia et Yu Yamakoshi. Yu Yamakoshi, c'est dur de doubler à Barcelone. On va pas se le cacher, même en F4, c'est dur de doubler. C'est dur de doubler et pourtant la ligne droite est assez longue. Alors qu'on revoit Luciano Morano qui a dépassé Jesse Carrasquedo. Est-ce que Carrasquedo a décroisé? Non, même pas. Carrasquedo qui partait 9ème. Carrasquedo qui partait 9ème, qu'est-ce qu'il fait à se battre avec Morano? Oula. Course compliquée hein, pour le pilote mexicain, le protégé de Sergio Pérez, qui s'en sort pire, pire que son mentor. Saint-Éloque est plutôt connu pour engager des Mercedes. Ah bon? Non, enfin. Ouais, attends, après ça a peut-être changé. Mais Saint-Éloque, enfin en tout cas, moi, en tout cas dans mon imaginaire, c'est surtout Jules Gounon qui gagne avec Saint-Éloque aux 24 heures de Spa en 2017. Euh, des investissements à Saint-Etienne, il faudrait leur parler du club de la ville. Bah force à vous. Oh attention, il y a eu un accrochage, il y a eu un accrochage. C'est une crame, je me demande si ça peut pas être Gabriel Gomez. Non, voiture 37, c'est pas Gabriel Gomez, c'est Fiorentino, Filippo Fiorentino, qui en est à son 2e week-end de F4 espagnol. J'ai l'impression qu'il s'est accroché avec une autre voiture. Je saurais pas dire si c'était Rodin Carlin ou Technicar. C'était pas évident à voir avec la poussière des graviers. Ça peut nous donner une safety car. Hein. Ça peut totalement nous donner une safety car. Et à 3 minutes 47 de la course, c'est vraiment pas évident pour qu'on relance la course. Naël très riche, après il y a très riche et très riche, hein, c'est pas Bernard Arnault non plus, hein, mais Naël a du budget. Naël a du budget pour la suite. Et voilà, s'il veut monter en F2, il n'y aura pas de souci. Après, c'est pas non plus un. Je pense. Enfin, je le connais pas assez, mais c'est pas non plus un pilote payant. Et genre, il va pas juste grâce à son budget aller en F1. Ça va pas marcher comme ça. Mais clairement, il n'aura pas de souci de budget pour monter en F3 ou en F2. Ça serait étonnant, en tout cas. Je peux peut-être me tromper, hein, mais honnêtement, il a l'air plutôt bien niveau budget. Il a clairement pas l'air à plaindre.
Gabriel Gomez, c'était le pilote qui était en kart, ouais, pilote qui était en kart, très 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 gros talent, même si là on le voit pas forcément, mais il faut pas oublier qu'il est dans une Cram Motorsport qui est l'une des pires équipes du championnat, donc 18ème. Bon, pas dégueu, mais c'est voilà, c'est pas non plus incroyable. Pas de safety car hein, du coup finalement, hein. Pas de safety car. Hein. Du coup, Red Bull, ils auraient 3 rookies l'année pro en F3, Tramnitz, Lindblad, Stuka, ça fait beaucoup. Heureusement qu'ils ont diminué en F2. Écoute, il y aurait peut-être un quatrième pilote. Un quatrième pilote dont j'ai beaucoup parlé, que je... Alors je vais pas dire que j'apprécie pas trop, mais on va dire qu'il est sympathique, et pour ceux qui ont la ref, et que pour moi il ne mérite pas vraiment d'entrer dans une académie, mais bon. Écoutez, voilà, ça, par contre ce que je dis c'est pas encore fait, hein. C'est pas encore fait, mais voilà, c'est un pilote qui a potentiellement fait de l'Euro Formula et dont on m'a parlé sur dont on me parle parfois sur la chaîne Twitch, et honnêtement je suis toujours pas convaincu, mais bon, bref, bref. Mais ça c'est pas fait honnêtement. C'est pas fait. Pilote multinationalité, en effet. Je vois qu'il y en a qui savent dans le chat. Moi, ça me fait rire quand les gens disent que Durksen est monté pour son argent F2 alors qu'il a passé 2 ans chez Arden, exactement. Ouais, c'est assez triste. Hein. Je pense que l'histoire de Joshua Durksen va vite être assez triste. Et enfin, voilà, un pilote très sympathique, mais là, c'est vrai. Hein, enfin, mais ils vont vraiment laisser la voiture tout le temps là. Ils vont vraiment laisser la F4 dans les graviers. Pas de soucis en sortie de virage. Eh, il y a une course à finir, les gars. Bref, c'est un peu n'importe quoi, honnêtement, les standards de sécurité. Bon, j'imagine qu'il y a des drapeaux jaunes quand même, hein, mais bon, c'est pas très sérieux. Mais oui, Joshua Durksen, hein, honnêtement, c'est pas un pilote payant, il a toujours été drapeau rouge. Session will not restart. Alors ça, je m'y attendais pas. Théophile Naël est sacré champion. Théophile Naël est sacré champion sur drapeau rouge. Alors ça, pourquoi le drapeau rouge a mis 2 minutes à sortir, 2 minutes 30 même je pense. Mais Théophile Naël est sacré champion, on a le champion à l'image sur sa Saint-Éloque, Saint-Éloque gagne son premier titre, Théophile Naël gagne son premier titre, Enzo Dellini aussi, après une course compliquée certes, mais Enzo Dellini gagne son premier titre dans la catégorie rookie. C'est quoi cette fin de course? Oh bah oui, allez on coupe l'image. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Ah ouais, non, il y a plus d'essence dans la safety car, je pense. Hein, c'est ça, ils ont tout utilisé. Il restait 1 minute. Pourquoi un drapeau rouge? Tu mets juste une safety car? J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais on a Théophile Naël. On a Théophile Naël champion sur drapeau rouge. Les Français, ils sont pas faits pour être champions dans des conditions normales. Je repense à Victor Martins en F3. Non, il faut des conditions un peu bizarres. Et quand tout va bien, il faut créer des conditions bizarres. Drapeau rouge, c'est random. Mais écoutez, Théophile Naël, 16 ans, pilote né à Saint-Étienne, pilote de Saint-Éloque et sacré champion dès sa première année complète en monoplace. Magnifique, magnifique saison de Théophile Naël. Superbe. Franchement superbe. Théophile Naël qui va pouvoir célébrer. Alors évidemment il y a la victoire de Christian Ho. On aimerait bien une caméra un peu plus rapprochée s'il vous plaît des pilotes, puisque là on ne voit absolument rien de ce qui se passe. Ah, il y a l'Eurocup 3 dans 15 minutes, du coup ils ont pris du retard. Non mais sérieux, honnêtement. Mais non, mais c'est sûrement ça, c'est pour gagner du temps dans le planning, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et on voit de très loin Théophile Naël qui tombe dans les bras de ses mécaniciens, de ses ingénieurs, de Morgan Caron, de Julien Simon-Chotan, de son papa. Évidemment, voilà, on a Théophile Naël enfin à l'image. Magnifique, magnifique saison de Théophile Naël. Je veux dire, il a été dominateur. Voilà, on voit son papa. Évidemment, quelle émotion ça doit être. Incroyable, incroyable. Là, je repense à ces années de karting, ces années de karting en 2020-2021 où parfois il roulait pas à cause d'un changement d'équipe, où il a perdu le titre sur un problème mécanique sur le dernier meeting lors de la finale. Et voilà, là, il est champion de F4 Espagnoli, félicité par Julien Simon-Chotan. C'est lui, Julien Simon-Chotan à l'image. J'ai cru que c'était Jean Todt à gauche, c'est pas du tout Jean Todt, j'étais en train de m'enflammer. Bref, magnifique, magnifique. Théophile Naël, champion de F4 espagnol, 16 ans. Retenez ce nom. Il montera en FRECA et en Formule Régionale Moyen-Orient pendant l'hiver. On essaiera, on le suivra avec des lives sur la chaîne Twitch évidemment.
On le suivra attentivement, mais ça sera le principal Français engagé en Formule régionale Moyen-Orient. Voilà, on a assisté, alors je sais pas si on peut dire l'éclosion d'un champion, mais en tout cas, un très gros talent est né cette année. Théophile Naël, champion de F4 espagnol, magnifique. Oui, c'est Alessandro Guiretti, exactement. Alessandro Guiretti est le coach. C'est le coach de Théophile Naël. Alessandro Guiretti, ancien pilote F4, ancien coéquipier d'ailleurs de Théo Pourchère, qui s'épanouit maintenant pleinement en Porsche. Voilà, félicitations à Théophile Naël pour ce titre, magnifique. Magnifique. Par contre, en Freca, il n'y avait pas censé avoir Couche Sarchik chez Saint-Éloque. On a Morgan Caron à l'image, l'ancien manager de Charles Leclerc. Et l'ancien, alors pas DTN de la FFSA, mais voilà, qui avait des hautes fonctions dans la FFSA. Franchement, Saint-Éloque, équipe de feu, hein, quand même. Équipe de feu. Donc non, en Freca, alors Couche Sarchik, il est toujours en discussion avec Saint-Éloque, mais visiblement, on est plutôt parti sur du Naël, De Palo, Peugeot. Ça peut changer évidemment selon les essais, mais globalement on partirait sur ce trio. J'ai toujours une pensée pendant ces courses-là, j'ai toujours une pensée pour le vainqueur de la course, Christian Ho. Tout le monde s'en fout de Christian Ho aujourd'hui, c'est triste. C'est triste, hein, puisque bah voilà, il a fait une superbe course, Christian Ho, le pilote de Singapour. Mais voilà, c'est toujours comme ça quand il y a un champion qui gagne pas la course, bah toute l'attention est quand même centrée autour du champion. Donc bon, un peu dommage pour Christian Ho, mais c'est malheureusement normal. C'est malheureusement normal. Et qu'est-ce que c'est bien, sa qualification avait vraiment été compliquée. La qualification a été vraiment compliquée avec un seul tour enregistré. Il partira 30e hein, demain matin, Théophile Naël. Donc il fallait vraiment sécuriser ce titre dès aujourd'hui. Sinon il y avait un risque, un énorme risque que Théophile Naël joue le titre dans la dernière course, et sur une course tout peut basculer. Donc franchement super. Il a superbement bien réagi à la pression. Énorme Théophile Naël tout au long de l'année. Du premier meeting jusqu'au dernier meeting, il a été fantastique. On revoit son dépassement fantastique sur Enzo Dellini. C'est resté très propre et la progression des deux sur l'intelligence de course, c'est aussi énorme. Voilà, je l'ai dit un peu plus tôt, mais ces deux-là se sont déjà accrochés en tout début de saison. Les deux ont appris de leurs erreurs. Ils savent maintenant où est la limite. C'est magnifique, Théophile Naël, champion. Enzo Dellini, alors certes, je pense que ça va être Enzo Dellini, course assez amère, hein, course assez amère quand même pour Enzo Dellini qui partait deuxième, qui finit quatrième. Course assez compliquée. Je pense peut-être aussi qu'il a peut-être un peu la tête à l'Africa. Hein. Il a testé 2 jours hein, cette semaine au Red Bull Ring avec l'Africa, avec Air Race, ça s'est bien passé. Voilà, peut-être un peu de mal hein, sur ce côté à revenir à la F4. Mais voilà, il reste totalement dans la lutte pour le titre de vice-champion. En attendant, il a sécurisé le titre rookie. Voilà, superbe saison d'Enzo Dellini. Il va en vouloir plus, il va vouloir arracher une deuxième, une troisième place au championnat, mais déjà la saison est réussie, il est champion rookie. C'était un peu l'objectif de base hein, d'Enzo Dellini, d'être sacré chez les rookies, et c'est fait. Saint-Éloque Peugeot, c'était pas avec Odile Elia. D'ailleurs, Théophile, vraiment un crack humainement parlant, il est super gentil et il répond à tout le monde. Ouais, non, vraiment super sympa. Enzo Dellini, d'ailleurs, vainqueur rookie aujourd'hui, évidemment, hein, qui montera aussi sur le podium avec Cristiano, avec Valerio Runicella, avec Théophile Naël, qui est bien entendu français. Ne vous faites pas avoir à sa licence pour des questions administratives, il est bien français, il porte bien le drapeau français. La victoire de Ho est au même niveau que le podium de Sainz à Abu Dhabi 2021. Pas loin, en vrai, ouais, je pense. C'est dommage que ce soit pas Naël qui ait le super siège chez Air Race en Freca. Honnêtement, Naël qui est interviewé, ils avaient déjà tout prévu, il a déjà le t-shirt, il a déjà le t-shirt du champion. Franchement bravo. Mais après Naël, je pense qu'il est bien content, enfin que lui son objectif c'est de rester avec Saint-Éloque le plus longtemps possible et même dans un monde idéal de monter avec Saint-Éloque en F3, en F2. Je sais pas s'il y aura de la place pour Saint-Éloque, mais Théophile Naël, c'est Saint-Éloque sa famille. Voilà, il va vouloir monter avec Saint-Éloque. Je sais même pas si RS lui avait proposé, s'il aurait accepté ou pas. Je sais même pas. Et honnêtement, Théophile Naël, en rejoignant une équipe de milieu de grille, en tout cas qui n'a pas fait ses preuves, il y a toutes les chances pour briller. Un peu comme cette année, Théophile Naël, on l'attendait pas. Théophile Naël, au début de saison, on l'attendait pas à jouer le titre. On se disait, allez, Saint-Éloque progresse, etc. Lui aussi il progresse, mais il reste jeune.
Très peu. Ah, ça fait plaisir de voir son sourire, mais voilà, il était très jeune dans une équipe qui semblait avoir beaucoup moins de chance face à MP et Campos. MP et Campos étaient les deux monstres de ce championnat. Personne ne s'attend, enfin moi non plus, hein, je m'attendais vraiment pas à voir Naël gagner. Pour moi, mon favori c'était Noah Stromstred. Je me suis totalement planté. Enfin Noah Stromstred et Valerio Rinicella, c'était les deux favoris, c'était deux redoublants. Noah Stromstred est un mi-redoublant en quelque sorte. Voilà, c'est énorme. Et en fait, sa performance est d'autant plus impressionnante vu que voilà, il n'était pas dans l'un des deux top teams. Alors évidemment, maintenant on change un peu de regard sur Saint-Éloque. Maintenant, on se dit que Saint-Éloque est un top team à part entière, mais en début de saison, c'était absolument pas le cas. Donc sa performance est d'autant plus impressionnante avec ça. C'est un peu comme en F4 italienne ou allemande à l'époque. Quand on gagne pas chez Prema, c'est d'autant plus impressionnant. La plot twist, Léo Robinson gagne l'année prochaine. C'est bien d'avoir des espoirs. C'est bien d'avoir des espoirs. Donc non, franchement, énorme. Alors qu'on voit déjà la grille d'Eurocup 3 qui se met en place. Franchement, bon, ça fait plaisir aussi dans le chat. Il y a tout le monde qui est assez unanime sur le fait que Théophile est super sympa. Honnêtement, je suis d'accord avec vous. Pourquoi t'as un badge premier Vettel Spin? Tu es Christian Ho? Bah écoute, à toi de nous le dire. Non, je pense que c'est parce que t'avais dû être peut-être l'un des premiers subs de la chaîne. Je sais pas exactement, ou que t'as fait 2 subs ou 3 subs. Enfin, t'es celui qui a donné le plus de subs. Voilà, je pense. Hein. L'an prochain, c'est Cardenas qui gagnera. Bref, en vrai, c'est possible. Cardenas, il va rester en F4 espagnol chez Campos. Ça n'a pas été annoncé officiellement, mais c'est fait à 99%. Cardenas, là, ça sera sa deuxième année. Il va falloir gagner, ou en tout cas jouer le titre. Cardenas, on a vu, il y a eu un pic de performance, puis ensuite c'est redevenu un peu plus moyen, pour rester... Voilà. Donc voilà. Honteux Vétasfin qui est abonné depuis 2 mois et moi 3 mois. Ouais, non, je sais pas exactement. Moi, Twitch, hein, honnêtement, je suis un boomer. Hein, je sais pas exactement comment ça marche. Même si je suis assez content de ce stream, ça s'est super bien passé. Enfin, vous, dites-moi comment ça s'est passé de votre côté, mais la connexion était bonne, le son était bon, j'imagine. Ou peut-être que vous ne m'entendez pas depuis le début et que vous faites semblant de réagir, mais vous le faites plutôt bien. Hein, félicitations. Donc non, vraiment content de ce stream, content de ce stream qui était assez un peu de dernière minute. Le décor que vous voyez là, c'est un décor qu'on verra pas souvent hein, normalement, car normalement, je le redis, dès la semaine prochaine, normalement, on est censé avoir la fibre dans mon nouvel appart, donc retour des streams. Je vous tiendrai au courant évidemment sur Twitter, n'hésitez pas à follow si vous ne le faites pas encore. On s'approche d'ailleurs, on s'approche des 3000 follow. Hein. On s'approche des 3000 follow, des 3000 followers sur Percyvolf sur Twitter. Ça s'approche, ça s'approche. Je vous le dis évidemment, petit objectif, hein, c'est d'avoir les 3000 avant la fin d'année. Je sais pas pourquoi je regarde autant les chiffres, mais c'est un petit challenge, un petit objectif. Voilà, on voit les voitures d'Eurocup 3 qui se mettent sur la grille de départ. Honnêtement, ah ouais, il n'y a plus le baby-foot. Ah, c'est vrai, c'était chez la famille de ma fiancée. Je sais pas s'il y aura s'il y aura un jour à nouveau des streams chez eux. Je sais pas, faudra peut-être que je leur redemande. Mais normalement, il y aura plus besoin. Et normalement, on va pouvoir retrouver un décor un peu plus habituel avec notamment le décor des premiers streams, avec notamment les unes de l'équipe sur Gasly, Ocon, sur le display sur Prost, etc. Purée, ils ont toujours pas fait le podium, ils sont longs, hein. J'ai pas Twitter malheureusement. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais de toute façon, je vais bientôt revenir sur Twitch de façon plus longue. Alors Théophile, il a le podium pour lui tout seul. Ah, c'est la star. Ah, quand même, les autres pilotes sont quand même invités. C'est quoi que tu as tweeté sur Twitter avec Justy? Comme je l'ai dit sur Twitter, du coup, Justy, il est en discussion. Donc, normalement, j'en avais parlé sur feederseries.net. Normalement, Alessandro Giusti rejoindra ART en Freca l'an prochain pour une deuxième saison de Freca. Et Alessandro Giusti, selon ce que j'ai entendu dans le paddock, il serait en discussion avec une académie de F1. Une académie de F1 qui s'est rapprochée, avec notamment un pilote qui a été annoncé en F2 de cette académie. Donc voilà, vous pouvez, je vais pas le dire, mais voilà, je pense que vous pouvez faire le lien. Il y a un pilote qui a été annoncé. Donc voilà.
On va voir ce que ça donne. C'est une rumeur que j'ai entendue. Donc Justy pourrait rejoindre l'académie de ce pilote. Maintenant, cette académie recrute souvent des pilotes plutôt britanniques ou plutôt américains. Donc, je sais pas. Après, ils ont recruté Alexander Bondarev. Là, je parle totalement. Hein. Il a recruté Alexander Bondarev, qui est un pilote ukrainien. Donc, peut-être qu'il recrute d'autres nationalités, etc. Donc, on va voir. C'est pas confirmé. Hein. C'est pas du tout confirmé. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais voilà. Ça sera à voir à Théophile Naël et il peut savourer. Théophile Naël, d'ailleurs, j'espère qu'il va me répondre, hein, puisque pour l'instant il m'a laissé en vue. Hein. Mais bon, c'est assez logique qu'il m'ait laissé en vue. Je prévois de l'interviewer sur Saint-Etienne normalement le week-end prochain. Mais donc évidemment il m'a laissé en vue vu que je lui ai envoyé un message hier. Je me doute qu'il était un peu concentré sur sa lutte au titre. Le très britannique Colapinto. Ouais, c'est vrai, il y a des exceptions de temps en temps. C'est pas devenu la plus grosse académie. Non, Red Bull, ils ont 36 000 pilotes. Ils ont 36 000 pilotes. Red Bull, ils sont encore au-delà. Mais c'est vrai que Williams devient une grosse académie. Enfin, je parle de Williams, évidemment. Je pourrais parler d'autres académies, oui, Mercedes, Ferrari, etc. Blablabla. Bref. bref. D'ailleurs, où se regarde la Super Formula? J'imagine que tu parles par rapport à Théo Pourchère. C'est pas encore fait, hein, d'ailleurs, la Super Formula. Sauber aimerait le placer en Super Formula. Lui, il aimerait plutôt l'IndyCar, et je le comprends. C'est sur Motorsport TV, et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est payant. J'avais regardé la Super Formula à l'époque de Gasly. Voilà, donc je pense que c'est devenu payant alors que c'était gratuit avant. Voilà. Trop fort pour garder un secret. C'était pas un secret. Il y a des secrets que j'ai depuis des mois. Je les ai pas lâchés. Honnêtement, je les ai pas lâchés. Hop, on repasse sur cette scène-là. Il y a des secrets que je garde, mais celui-là, j'en ai parlé sur Twitter. Honnêtement, bon, voilà, je pense que c'est assez simple de pouvoir annoncer. Purée, ma coiffure est terrible. Vous me l'avez même pas dit. Enfin, bref. Tu peux trouver des streams illégaux sur YouTube. Bon, en tout cas, moi, je les avais pas trouvés quand j'avais cherché pour certaines courses de Liam Lawson. Pas de secret sur les pilotes belges. Je pense pas. Je pense pas. Après, les pilotes belges, je les connais moins. En fait, j'ai un peu plus de connexion évidemment sur les pilotes français, vu que c'est ceux que je regarde, avec qui je parle le plus souvent. Donc les pilotes belges, j'ai un peu moins de lien. Par exemple, pour Yannis Steveneden, je sais pas ce qu'il fera l'an prochain, par exemple. T'as des news sur une pilote française qui a roulé chez Campos en F1 Academy. Alors je me demande qui ça peut être. Donc bon, ça serait donc Lola Lovenfoss. Bah a priori, normalement, elle a dit qu'elle quitterait la monoplace et qu'elle partirait plutôt sur du Lamborghini Super Trofeo, je crois. Je crois. Étonnant qu'aucune académie ne soit jetée sur Slater pour l'instant, ça va pas tarder. Alors j'ai pas d'infos là, mais honnêtement, ce gars a un talent monstre. Il a énormément d'argent. Ça va venir, et je pense que c'est plus lui qui trie. Enfin voilà, qui va choisir l'académie qu'il veut. Hein, honnêtement, Freddy Slater, énorme talent. Et énorme favori pour la F4 italienne l'an prochain chez Prema. Adrien David aime pas l'endurance. Je pense qu'Adrien David, surtout, ce qu'il a envie, c'est d'être payé, ou en tout cas, s'il n'est pas payé, que ça soit en monoplace. Et je sais pas. Adrien David, autant je peux vous teaser des trucs sur Justy, sur dire que McToonif il va en F3 chez Trident, etc. Adrien David, je comprends rien. Honnêtement, je crois avoir des infos, et puis à chaque fois, non. Enfin, parfois, si, hein, mes infos sont quand même bonnes, mais vous en faites pas quand même. Je dis pas que des bêtises, mais Adrien David, je sais pas trop. On m'avait parlé à un moment qu'il était en discussion avec un constructeur pour de l'endurance, pour quelque chose qui inclurait les 24 heures du Mans. Et puis 2 mois après, il va aller en F3 chez MP. Ok. Et puis en fait, au final, non. Mais du coup, est-ce que le truc de l'endurance avant, ça tient encore? Je sais pas, ça m'étonnerait. Et bon, bref, voilà. Un peu compliqué. Aucune académie sur Slater, aucune sur Ramakers, aucune sur Van Langen. Donc, que font les dénicheurs de talent? Je pense honnêtement que les dénicheurs de talent, en majorité, ils attendent la monoplace. Ils attendent le passage en F4. C'est pas le cas de tous, hein.
C'est pas le cas de tous, mais ils attendent ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour l'Eurocup 3? Honnêtement, je sais pas s'il y a des gens qui sont chauds pour l'Eurocup 3, puisque le tour de formation est maintenant. Et si vous voulez, on peut continuer à parler avec le stream d'Eurocup 3 en fond. C'est commencé là. Super streamer. Hein. Super streamer. Attendez, je remets. Hop. Mais le générique, c'est maintenant. Franchement, les F4 espagnols et l'Eurocup 3, c'est la même organisation. Non mais attends, c'est lancé la course ou... Parce que là, je suis en direct. Hein. Non mais... Formation lap has just started. Bah... Qu'est-ce que... D'autres, si certains sont intéressés, le Racing Café propose une interview de vigneron sur Twitch à 18h. Ouais, j'ai vu passer ça sur Twitter, ça a l'air assez lourd. ça a l'air assez lourd. Donc vous en faites pas, on aura fini le stream bien avant. Surtout que moi j'ai des trucs à faire. Hein. J'ai toujours l'emménagement de mon studio qui se met en place. Mon studio qui est... Enfin mon studio... mon studio qui est dans une maison. La course vient de commencer. Bah on dirait qu'ils sont pas au courant en Eurocup 3. Hein. Ils sont pas au courant. En Eurocup 3, on rappelle que Esteban Masson partait en pole position. Hein. Novalax est dans un team payant où il est payé lui. Honnêtement, vu le fait, il n'a pas d'expérience en endurance, mais il a beaucoup d'argent Novalac. Ah ouais, bah voilà, le départ est lancé. Esteban Masson qui a fait un super départ d'Esteban Masson, tout seul en tête. C'est un magnifique départ. Ils ont loupé le départ. Bon, écoutez, Sébastien Ogier qui est actuellement 3ème, Mari Boya 6ème. C'est les deux rivaux au titre, notamment Mari Boya qui a 1 point d'Esteban Masson. L'avance d'Esteban Masson après 30 secondes, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Esteban Masson, honnêtement, il y a très peu de chances qu'il soit titré aujourd'hui. Il a 1 point d'avance sur Mari Boya. Donc pour être champion, il faudrait qu'il gagne et que Mari Boya soit 10ème au mieux. Ou qu'il abandonne ou autre. Voilà, donc... les coéquipiers de Campos, les coéquipiers d'Esteban Masson, ils doivent se dévouer maintenant. C'est horrible ce que je dis. Ils doivent se dévouer, faire un petit crash gate des familles, et voilà. Bref, je plaisante évidemment. Donc voilà, Esteban Masson, superbe départ. Ah, on nous remontre le départ quand même. Oh, par contre, son coéquipier Tassanapoline Trapufasa qui a fait un mauvais départ. Il a gêné un peu les MP au moins. Il a gêné les MP, mais son coéquipier Trapufasa, hein, sur la Campos blanche, a fait un mauvais départ et a gêné son coéquipier. Et Mari Boya qui est 6ème, qui est en dehors de ce 4 de front, qui est derrière ce 4 de front, qui surveille, et qui va même se faire doubler par son coéquipier. Wow. Percy, t'as des infos sur les équipes et pilotes d'Eurocup 3 l'an prochain? Ouais. On devrait avoir des Français. Alors au moins un Français, je sais pas si on en aura beaucoup. Vous voyez là actuellement on a une grille de 19 pilotes. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout l'Eurocup 3, c'est un championnat donc de Formule 3 régionale. C'est globalement l'Africa en un peu moins compétitif, même en moins compétitif, hein, puisque voilà, l'Africa ça reste quand même la référence, ça reste la F3 européenne et certifiée par la FIA. L'Eurocup 3 c'est plus de la F3 espagnole si on peut parler comme ça. Donc voilà, c'est un championnat qui se met en place petit à petit, qui a quand même de sacrées équipes engagées comme MP, comme Campos, comme Saint-Eloc, qui est engagé à la fois en FRECA, à la fois en Eurocup 3. Il y a aussi des équipes qui parlent de rejoindre le championnat comme Rodin Carlin, comme PHM. Donc voilà, quand même certaines équipes qui ont du budget, qui sont engagées en F2, en F3. Avec des voitures un peu plus rapides, non. Oui, je crois que les voitures sont un poil plus rapides. Alors c'est les mêmes châssis, mais c'est un kit aéro un peu différent qui est censé favoriser les dépassements et qui, en pratique, favorise les dépassements. Par rapport à la Freca où c'est beaucoup plus compliqué de doubler. Donc voilà, et qui d'ailleurs, ces voitures se rapprochent de la future Freca qu'on verra en 2025. Voilà, c'est un peu une évolution, c'est un peu une Freca restylée globalement. Donc oui, pour revenir sur les infos sur les équipes et pilotes d'Eurocup 3 l'an prochain, il y aura plus de voitures chez Saint-Eloc. En fait, globalement, Saint-Eloc, il parle à tout le monde. Hein. Si je devais noter le nombre de pilotes qu'on m'a dit en discussion avec Saint-Eloc, on n'aurait pas fini. Mais oui, ça inclut du Naël, du De Palo, du Peugeot, comme je l'ai dit en Freca, qui sont quand même les 3 favoris pour la Freca, et les autres,
les pilotes, je pense, considérés un peu moins bons, c'est ceux qui iraient en Eurocup 3. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, c'est peut-être un peu violent de le dire comme ça. Et on pourrait voir un pilote français comme Edgar Pierre, qui on a vu en F4 française, qui a déçu, cette année, c'est vrai, qui est un membre de la Victory Lane de Victor Martins, et qui a déçu, qui espérait bien plus, mais je continue de penser que il a un potentiel qui n'est pas totalement exploité. Edgar Pierre qui pourrait aller chez Saint-Eloc en Freca, ou en tout cas chez Saint-Eloc en Eurocup 3, pardon, lapsus, pas révélateur. Mais voilà, Edgar Pierre qui teste pas mal en Freca, avec ART, avec G4, avec RPM, voilà, qui teste pas mal. Alors qu'en Eurocup, qui teste avec des équipes de Freca, alors qu'en Eurocup 3, les essais sont plus limités vu que la saison n'est pas encore terminée. Ouh, on a une GRS dans les graviers, GRS numéro 5, c'est Daniel Mavliutov, légende du GB3, l'un des plus mauvais pilotes, et qui va peut-être nous provoquer cette première safety car. Il évolue en dernière position, et il va se tanker dans les graviers. Si Masson gagne, ça ne lui laisserait pas une chance pour la F3 l'année prochaine. Bah ça, c'était ma théorie. C'était ma théorie depuis safety car déployé. C'était la théorie, c'était le plan. Très honnêtement, c'était le plan. Esteban Masson, il était prévu qu'il fasse de la F3 chez Campos, mais budget et puis peut-être un peu trop gourmand son management dans les négociations. Et malheureusement, Esteban Masson ne montera pas en F3 chez Campos. Je le dis de façon assez affirmative puisque voilà, j'ai pas envie de donner de faux espoirs. Il ne montera pas en F3. A priori, on n'aura qu'un seul Français en F3 l'an prochain avec Sami Mektounif, avec Trident. Ouais, voilà. Donc Masson aussi qu'on avait évoqué un moment en Freca chez Saint-Eloc, qui semblait être le mentor de Théophile Naël en Freca. Au final, Esteban Masson va se concentrer directement sur le prochain chapitre de sa carrière, et c'est mieux pour lui, il va passer en GT3, a priori avec Lexus Acodis ASP. Donc voilà, à surveiller Esteban Masson en endurance, qui a fait déjà des très bons débuts en WEC, donc vraiment à surveiller. Max Rice, le mentionneur fou sur Twitter, il va faire quoi l'an prochain? Pas évident, parce qu'il n'a pas non plus beaucoup de budget. J'aime pas avoir des grues sur la piste, même quand c'est une safety car, donc oui, c'est normal, hein, ils peuvent sortir la grue, mais bref, j'aime pas. Max Rice, je sais pas, il va essayer de refaire de la F4 ou de faire de l'Eurocup 3, mais honnêtement, pas convaincu. Enfin, sa deuxième saison, il n'y a pas eu de vraie progression par rapport à l'année précédente, donc c'est pas très positif. Oui, Mavliotov qui est le pilote qui a le plus gagné en GP3, en GB3, ex aequo avec Alex Dunn, et un autre pilote qui est, je pense, Joseph Locke, si je dis pas de bêtises. Oui, parce qu'il a gagné grâce aux courses à grille inversée, puisque en GB3 c'est des courses à grille inversée totale, donc le 25e part vraiment premier, c'est pas juste le top 10 inversé, et Mavliotov est ultra chanceux, vu que Mavliotov, quand il part en pôle, bah en fait il y a des drapeaux jaunes, il y a des safety cars, il y a des drapeaux rouges, et globalement il a eu 3 victoires comme ça, avec des courses qui ont duré 6-7 virages, et Mavliotov a gagné 3 courses comme ça. Je pense qu'il a quand même fini 21ème au championnat et quelques, mais voilà. Joseph Locke, non, j'ai pas d'infos sur Joseph Locke malheureusement. Par contre, j'ai des infos sur Alex Dunn. Sur Alex Dunn, il est toujours en discussion avec Hightech pour la F3, mais aussi il pourrait faire l'Eurocup 3. Et ça, honnêtement, ça me dépasse. Ça me dépasse, puisque pour moi, ce serait vraiment une année de perdu s'il fait ça. Donc j'espère pour lui qu'il arrivera à trouver un siège en F3 chez Hightech. Il va faire le Grand Prix de Macao avec eux. Voilà, pour Joseph Locke, je sais pas exactement. Peut-être une nouvelle année de GB3 pour essayer de gagner le titre. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais ouais, non mais on est d'accord. Si Alex Dunn, qui est quand même un ancien rival de Andrea Kimi Antonelli, il passe direct en F2, et Alex Dunn, lui, il serait en Eurocup 3, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais donc oui, après en Eurocup 3, on aura quand même un bon petit plateau hein, quand même. Ça vaudra pas la Freca évidemment, mais on aura du Christian Ho notamment. Christian Ho qui est pour l'instant virtuellement deuxième en F4 espagnol, hein, on l'a suivi il y a quelques minutes. Pour ceux d'ailleurs qui
n'ont pas vu le début du live, Théophile Naël est bien sacré champion de F4 espagnol, Enzo Deligny est bien sacré champion rookie, donc voilà, on a Théophile Naël a fini 3ème, Enzo Deligny 4ème de la course. Christian Ho, oui, Christian Ho. Après, ça peut lui apporter des. Ouais, avec Campos et MP pour une place en F3, mais ouais, faut que ça marche. Bah, Esteban Masson, il a fait une très bonne saison en Eurocup 3 chez Campos, on voit ce que ça lui a apporté. Donc, honnêtement. Surtout que Campos, ils vont quand même prendre Mari Boya, qui est actuellement chez l'équipe rivale chez MP. Bref, à la place d'Esteban Masson, je serais assez dégoûté de la life, mais bon, il va se concentrer sur l'endurance et pour l'instant, ses débuts se sont très bien passés en WEC. Ça fait très longtemps les lives, donc j'ai 1 milliard de questions à poser, mais fait. Si vous avez des questions à poser sur les formules de promotion, n'hésitez pas. Hein, j'ai pas les réponses à tout, mais moi-même, hein, vous m'avez manqué, donc voilà. Hein, je suis dispo. Mais honnêtement, après l'Eurocup 3, on va arrêter le live car j'ai 36 000 choses à faire. Stenson, toujours aucune avancée pour une académie. Alors, il fut un temps, ou en tout cas il y a quelques semaines, mois même plutôt, on parlait plutôt de l'académie alpine. Je sais pas où ça en est. Oh, pardon, Esteban Masson. Mais Esteban Masson, il est en train d'écraser la concurrence. Hein. Et pourtant, t'as Sanapol Intrapufasa qui est 2ème. Il a un écart hein, sur les pilotes de derrière. Mais waouh, la relance d'Esteban Masson, chapeau. Chapeau, hein, c'est son dernier week-end en monoplace, très probablement en tout cas. Et on a Mari Boya qui prend la 4ème place sur Francesco Braschi. Ça, c'est important dans la lutte pour le titre. C'est important. Et franchement, Francesco Braschi, il aurait pu. Le coéquipier, faut l'aider. Hein. Bref. Bataille entre Hogarth et Del Pino. Ça, c'est pour la 6ème place. Hogarth hein, qui joue le titre. Une seule victoire. Mais Hogarth, il est quand même dans la lutte. C'est un outsider, mais il n'est qu'à une quinzaine de points d'Esteban Masson. Donc, s'il y a un faux pas devant, il sera là. Mais les deux favoris sont quand même Masson et Boya. Bruno Del Pino d'ailleurs qui est le champion rookie. Voilà, Bruno Del Pino qu'on n'a pas beaucoup vu cette année, hein. On va être honnête, et qui n'a pas fait grand chose dans sa carrière, mais qui est champion rookie, ça vaut ce que ça vaut. Il y avait beaucoup de pilotes redoublants qui avaient fait de la Freca avant, ou voilà. Donc oh, attention, ça serre énormément, oh, attention, il y a un petit contact entre la Campos et la Drivex, c'est entre Souleymane Zanfari et Daniel Nogales, c'est pour la 8ème place, le pilote marocain qui a une défense très 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 agressive, au-delà de la limite pour moi. Et Zanfari qui est maintenant sous la pression, ça va être dur de doubler, ça va être... Oh, il ne laisse absolument aucune place à Nogales qui va perdre une place, et au profit de Miron Pingasov sur sa Alex Palao Motorsport. Enfin, c'est sa Palao Motorsport, mais évidemment géré par Alex Palao, le pilote IndyCar. D'ailleurs, on remarque que d'ailleurs dans ce championnat, il y a Emo Fittipaldi, hein, le fils d'Emerson, et aussi l'oncle de Pietro et de Enzo Fittipaldi, alors qu'il a 16 ans, peut-être 17 ans maintenant. Emo Fittipaldi qui fait ses débuts en Eurocup 3 chez Palao Motorsport et qui est actuellement 11ème. C'est pas dégueu. Pingasov, il est pas très sympa si je me souviens bien. Ouais, je crois qu'il fait des conneries du genre en mode il se filme à 200 à l'heure sur l'autoroute et il se filme en même temps. Et ouais, voilà. Mais on n'en parle pas puisque bah je sais pas, la FIA, la sécurité, visiblement, ils s'en foutent un peu, c'est pas trop leur domaine, tu vois. D'ailleurs, ça vaut pour lui, ça vaut pour Amaury Cordil, qui fait les mêmes choses, en plus d'autres choses beaucoup plus répréhensibles. Enfin, beaucoup plus. Je sais pas s'il y a un norme, mais quand même, voilà, beaucoup de choses répréhensibles à mettre au compte d'Amaury Cordil. Vettelspin qui me demande, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai la réelle sensation que ART veut faire une pourchère avec Evan. Je suis assez d'accord. Après, il faut que les résultats suivent. Mais je pense, j'ai la sensation aussi que ART veut construire avec Evan, qui veulent faire monter Evan en F3, en F2, etc. J'espère que ça pourra se mettre en place, mais évidemment, la condition c'est que les résultats suivent. Les essais en Freca sont plutôt positifs, hein. J'ai pu parler rapidement à Evan cette semaine. Ça se passe bien, le feeling est très très bon avec tous les ingénieurs, les mécanos, avec Mathieu Zangarelli. Hein. Il a déjà pu un peu travailler avec eux sur la fin de saison en Freca, donc Evan Gilter, je pense qu'il va être dans une nouvelle maison. Voilà, ART ça va être la maison.
Mais sauf que cette maison, elle est en piteux état, hein. ART en Freka a une saison très compliquée et il faut rebâtir la maison. Pour lui, heureusement, à ses côtés, normalement, il devrait y avoir Alessandro Giusti. Alessandro Giusti qui n'a pas fait les premiers essais de Freka d'après-saison, mais qui devrait revenir la semaine prochaine au Mugello avec Evan Gilter. Donc voilà, Giusti Gilter chez ART, ça sera propre. Penses-tu que d'autres... Attends, je fais dans l'ordre. Donc potentiellement Carlin et PHM en plus sur la grille l'an prochain. Tant que Preman ne vient pas humilier tout le monde, ça me va. Bah globalement, ouais. Alors, en tout cas, c'est les équipes qui sont pas engagées en Freca. Elles sont quand même intéressées pour aller dans ce championnat. Après, c'était déjà des rumeurs qu'on avait pour la saison 2023, pour la saison actuelle. À voir à quel point c'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité. Après, il y a des équipes qui font les deux championnats, qui font Freca et Eurocup 3 comme MP et Saint-Eloque. Donc à voir. Après, ART, j'ai l'impression que c'était plus un problème de pilote. Pas faux. Et c'est vrai que quand Adrien David est arrivé chez ART, il a fait une quatrième place directe. Donc oui, c'est partiellement ça, mais je pense pas que. Après, c'est toujours difficile à savoir. Hein, il y a un facteur équipe, il y a un facteur voilà, il y a un facteur pilote. C'est toujours difficile de déterminer la part de responsabilité. Puisque après déjà quand on se souvient les années précédentes, Gabriel Emini était parfois le seul pilote à performer et ses coéquipiers qui étaient comme Esteban Masson, Marie Boya d'ailleurs, bah eux ils avaient énormément de mal. Donc je ne sais pas. Il n'y avait pas des rumeurs comme quoi une équipe de F2 essaierait de rentrer en F3? Ouais, normalement a priori ça serait plutôt Dams. Dams devrait essayer de racheter Genzer, mais bah c'est une rumeur qu'on entend depuis 1 an, 2 ans. Normalement, ça sera fait pour 2025, mais quand même, c'est dans longtemps et en 1 an, beaucoup de choses peuvent changer. En F3, c'est guère mieux si les essais confirment le line-up de l'an prochain, Tsoloff, Mansell, Van Eupen. Bah, c'est vrai qu'on partirait plutôt sur ce line-up, et en vrai, c'est un bon line-up. Ça fait pas non plus sauter au plafond, mais Tsoloff, faut pas oublier quand même que c'est quand même le plus jeune pilote de la F3 l'an dernier, enfin cette année, pardon. Et que à l'époque on le comparait à Andrea Kimi Antonelli. Il avait écrasé la F4 espagnole et voilà, il a eu une saison compliquée parce qu'il était absolument pas prêt, mais voilà, Tsoloff, c'est quand même un pilote qui a un énorme potentiel, je pense. Mansell aussi, lui c'est un peu l'inverse, on l'attendait pas du tout et il a surpris dans une équipe pas ouf, qui était Mansell, il était chez où? J'ai envie de dire qu'il était chez Campos. Je dis des bêtises? Oui. Oui, il était chez Campos. Et il est chez Campos et il a surpris énormément de monde. Van Eupen, et oui, et puis Van Eupen chez RT, bon bah pas grand chose à attendre. Enfin, c'est pas mauvais, mais voilà, 10e de Freka après 2 ans. Enfin, c'est bien, mais surtout l'impression laissée n'est pas incroyable. Il y a juste eu la fin de saison qui était vraiment très très bonne de sa part, mais sinon sur l'entièreté de la saison, il a pas voilà, il a pas séduit beaucoup de monde. Euh, À part Colapinto, tu sais si d'autres pilotes commenceront la F2 à Abu Dhabi, honnêtement je pense pas. Alors je pense que alors il y a peut-être un siège chez Trident qui peut se libérer, quoique puisqu'il y a Roman Stanek qui avait des soucis de budget, mais visiblement vu qu'il fait Macao, les soucis de budget semblent réglés pour Stanek, donc c'est possible que Colapinto soit le seul. Euh, pour que Colapinto soit le seul rookie à Abu Dhabi. J'essaie de voir si j'ai pas raté des messages. En attendant, un petit point quand même sur la course, Esteban Masson qui s'envole, hein, qui s'envole totalement en tête. Hein, 3 secondes et demie d'avance, il y a vraiment pas de souci. Pas de souci. Ouais, t'as 10-15 secondes d'avance sur les images, oui, bah. Oui, je pense que ça honnêtement je peux pas faire grand chose, même avec une meilleure connexion, puisque bah là moi je retransmets ce que j'ai en direct. Donc, enfin après je me doute qu'il y a un décalage forcément. Je me doute qu'il y a un décalage, mais voilà. Donc je rattrape les questions. Donc voilà, Esteban Masson qui a une belle avance. Mais encore une fois, je sais pas s'il il pourra avoir le titre. Hein. Lors du week-end précédent, il avait eu un week-end très bizarre où il avait gagné la première course avec une grosse marge et le lendemain il était nulle part, il a fini 5ème. Donc on verra, ça sera à décider demain. Moi demain, souhaitez-moi bon courage hein, puisque j'aurai une garde de 24 heures à l'hôpital. Donc voilà, je suivrai ça d'un œil un peu distrait, je pense. Euh, Vu que Aaron va pas chez RT, il irait où? J'avais entendu high-tech, mais bon, a priori, ouais, peut-être plus high-tech.
Oh, attention, la bataille entre les deux MP. Jos Garcia et Marie Boya pour la 3e position, ça c'est important. Jos Garcias qui défend beaucoup, hein, José Garcias. Attention face à son coéquipier et leader, mais après on sait que les jeux d'équipe ça marche pas trop en formule de promotion parce que tout le monde joue un peu pour sa pomme. Mais attention à pas avoir un accrochage entre coéquipiers qui serait dramatique vraiment pour Marie Boya. Et ça permet à Francesco Braschi de se rapprocher, hein, lui qui est 5ème et qui ne fait pas partie de l'équipe MP, qui a tout à gagner, hein, clairement. Donc oui, a priori, Aaron serait peut-être plus high-tech. On sait que high-tech est en train de se rapprocher de Mercedes et de s'éloigner de Red Bull. Donc Aaron chez high-tech ferait un peu de sens, je pense. Je crois que le samedi à Valence, c'était un des seuls avec pneus neufs. Ça franchement, c'est dommage qu'on n'ait jamais l'information. Genre, en F1, on a bien l'information de tel pilote est en pneu tendre usé, tel pilote est en pneu médium neuf, etc. Enfin, ça serait quand même plus pratique pour la lisibilité des performances qu'on ait cette information pour un peu tout en fait. Ça serait plus pratique honnêtement. Clairement la bataille. Alors je sais pas à quoi pense Marie Boya en ce moment. Est-ce qu'il est en mode il faut que j'ai cette 3e place car le moindre point compte. Enfin ouais non je pense qu'il va être comme ça. Il va être comme ça parce que il peut pas se satisfaire d'une 4e place. Il va pas se satisfaire d'une 4e place parce que là il perdrait 13 points d'un coup. C'est quand même énorme. Donc à voir si Marie Boya va pas sortir une dinguerie. Je me souviens avoir vu un podcast d'un ingénieur de campus qui disait qu'il avait pas de rythme en essai et qu'il voulait sauver la mise en gagnant absolument le samedi. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant et plutôt intelligent. Plutôt intelligent. En soi, les essais, c'est juste. Voilà, hein, ça compte pas, ça compte pas, donc pourquoi pas. J'ai reçu un MP de quelqu'un qui me dit Masson champion s'il gagne aujourd'hui, mais non. Il a que 1 point d'avance. Eh bien, si tu m'écoutes, si tu es sur le stream, je veux bien que tu m'expliques, pour celui qui a envoyé ce MP Twitter, je veux bien que tu m'expliques, puisque bah. Non, il aurait que 14 points d'avance et il reste une course où il peut gagner 25 points. Ah, pas de décompte par hasard. Oh, ça c'est un Oh, j'en avais pas entendu parler. J'en avais pas entendu parler honnêtement. Puisqu'il n'y a pas de décompte en F4 espagnol, il n'y a pas de décompte en Freca. Et il y en a en F4 italienne, mais les organisateurs sont les mêmes qu'en F4 espagnol. Donc, j'avais pas entendu parler de décompte. Écoutez, si vous, bah ouais, si vous avez des infos dans le chat, je suis preneur, car pour moi, le titre va se jouer plutôt demain, hein, pour Esteban Masson. Décompte des pires résultats, bah, c'était quelque chose qui se faisait en F1 il y a des décennies, en F4 France il y a encore quelques années, qui avait d'ailleurs donné des situations assez rocambolesques à l'époque entre Esteban Masson et Matteo Capietto. Hein. Euh, Quelle domination de Tassanapol et de son coéquipier. Bah en vrai, Tassanapol Intrapofassac, il a fait un départ catastrophique, mais il a gardé sa 2e place, donc tout bénef. Hein. Tout bénef. Après, vu que Boya a pas fait un week-end, ça irait pas dans le sens de Masson. Ouais, je suis d'accord, il avait loupé un week-end à cause de la F3, puisqu'il a fait un double programme F3 Eurocup 3. Je suis pas sûr de comprendre. Honnêtement, je pense que le titre va se jouer dimanche. Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas encore, hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Moi, je peux vous dire que globalement, le programme, en tout cas sur Twitter, globalement, c'est dès la semaine prochaine, je pense. On va relancer les bilans de l'année, où globalement, je vais faire des grands fils, des grands threads récapitulatifs de chaque championnat. On va commencer par la F4 France, remportée par Evan Gilter. On va parler des champions, on va parler des révélations, des pilotes français, etc. Bon, en F4 française, évidemment, on va pas parler de tout le monde, hein, parce que sinon on n'aurait pas fini. Donc voilà, c'est un format que j'aime bien de faire, qui finit bien la fin de saison. Et voilà,
On va commencer avec la F4 France, je pense jeudi, à voir. Je vous tiendrai au courant, alors que Marie Boya à l'extérieur va essayer de prendre le meilleur sur José Garfias encore pour la 3ème place. Ça passe pas. Ça passe pas, il n'arrive pas à passer. Hein. Est-ce que tu as des infos sur le futur de Gwenaël Loison? Bah, Gwenaël Loison, s'il est dans le chat, je lui passe le bonjour. Gwenaël Loison, qui est un ancien pilote de karting pour ceux qui n'ont pas la ref et qui me suit qui est très actif sur Twitter. Donc Gwenaël Loison, bah je sais pas. je sais pas s'il veut nous dire quelque chose qu'il se dévoue. Mais voilà, ça va être. Il a quand même 21 ans. Je pense que malheureusement pour des débuts en F4 France, ça va être compliqué. Ouais, Marie Boya qui. Est-ce qu'il a touché? On me dit qu'il a touché dans le chat. Est-ce qu'il a. Là, il n'y a pas de contact. Est-ce qu'il a touché là? Oh, c'est léger. C'est léger si le contact est là. Hein. Honnêtement, en tout cas, je vois pas de dégâts visuellement. Ah, ok, donc non, il n'y a pas de décompte. Donc Esteban Masson, si Esteban Masson gagne, le titre se jouera quand même demain. Voilà, j'ai eu la confirmation. Tu n'envisages pas de faire une nouvelle version de tes prédictions de grille F2, F3 avec les nouvelles que l'on a appris? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Faut que je vois. Déjà, faut que je vois si je le fais sur Twitch, si je le fais sur Twitter. Faut que je vois si j'ai bien la fibre la semaine prochaine. Donc c'est quelque chose qui peut s'envisager. C'est quelque chose qui peut s'envisager, même si du coup là, ça serait beaucoup plus informé. Enfin, en tout cas, voilà, il y aurait beaucoup moins de prédictions, de choses un peu logiques que j'essaierais de deviner. Mais c'est vrai que si je regarde là, les prédictions de F2, F3 que j'ai faites il y a quelques mois, je pense que je vais bien me marrer déjà. Moi j'ai une question, Taylor Barnard, ça va rester chez PHM et sans académie, sérieusement, on a le droit d'espérer? Taylor Barnard, bah je suis d'accord, hein, il mériterait totalement d'être dans une académie et je comprends pas. Je comprends pas, il a fait une saison énorme en F3 et PHM le finance entièrement. Donc si PHM veut qu'il aille en F4, il ira en F4. Si PHM veut qu'il aille en F3, il ira en F3. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'aide extérieure pour Taylor Barnard et c'est assez triste pour lui, hein, puisqu'il a montré il montre des choses énormes depuis 2 ans. Calum Voisin, ça peut espérer aller chez Carlin en F3 au Sullivan. Calum Voisin, ça ira chez Carlin en F3. Après, c'est très dur. Hein. C'est très dur quand même, Carlin en F3, c'est l'une des pires équipes, voire même la pire équipe. Ils ont fini dernier l'an passé. Il faut qu'ils progressent. Et c'est très difficile de se révéler et de se montrer aux yeux de tous dans une Carlin. Zach O'Sullivan avait réussi à le faire en 2022. Il avait réussi à le faire en finissant 11ème, en ayant une pole, un podium, etc. Mais ça avait été compliqué. Hein. Ça avait été une année assez compliquée, mais il avait été révélé. Il avait ensuite pu aller chez Prema, etc. Et ensuite, il ira donc chez ART en F2. Mais voilà, Calum Voisin, il devrait aller en F3 chez Carlin. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Un avis sur Oli Gray, perso, je pense qu'il est peut-être pas mauvais si on lui laisse le temps. Bah ouais, mais on lui a pas laissé le temps. On lui a dit, tiens, t'as fait 2ème de F4 britannique, bah allez, passe direct en F3. C'était du suicide absolu, et du coup, il a fait une saison avec 0 points. Voilà. Donc Oli Gray, oui, non, c'est pas un mauvais pilote, hein, clairement. Il a fait 2ème de F4 britannique, mais la F4 britannique, c'est pas un championnat incroyable. Un move logique, ça aurait été d'aller en F3 britannique, en GB3, ou d'aller en Freka, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et oui, Louis Charles va peut-être faire la même, et je ne cautionne absolument pas ce genre de choses. Et ouais, Nicolas Tsoloff, a priori, bah, ça a l'air de se régler, hein, ça a l'air de se régler pour lui, et il devrait bien avoir une 2ème chance avec Alonso. Et donc Alonso va bien lui financer une 2ème saison en F3 avec l'Alpine Academy. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Sa saison a été très compliquée, mais il a progressé sur la fin d'année, donc je pense que c'est ça qui fait dire à Alonso que allez, on essaye une année supplémentaire et que si ça marche toujours pas, on arrête les frais. Mais il y a de la progression, donc il y a de l'espoir. Non, j'ai pas d'infos sur des sponsors titres. Hein. Globalement, les sponsors titres, ça arrive un peu sans prévenir. Hein. Un peu sans prévenir. 7 secondes d'avance. Hein. 7 secondes d'avance Esteban Masson sur la concurrence. Hein. Et Maribo. Et
Je pense que à tous les coups chez MP Motorsport, ça doit tellement gueuler dans la radio de José Garfias pour qu'il laisse la place à Mari Boya, mais José Garfias, il y a un podium à aller chercher. Il en a pas fait beaucoup des podiums dans sa carrière, même de manière générale. Donc il va clairement pas laisser le podium, hein, mais Boya lui met une grosse pression, 4 dixièmes d'écart. Donc voilà, il doit y avoir une sacrée ambiance chez MP sur cette journée en tout cas. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ça, Garfias. Bah, il fait sa course, hein. Enfin, il fait sa course, il a aucune raison de laisser passer son coéquipier. Franchement, pardon, en F3 il y a quelques années entre Jack Doohan et Clément Novalak. Jack Doohan qui laissait pas passer Clément Novalak pour le titre constructeur. Euh, Après là c'était différent parce que ça jouait un titre constructeur. Là c'est pas le cas où c'est beaucoup moins important. Mais oui, voilà, Jack Doohan n'avait pas laissé passer, et c'est normal, il fait sa course. Il fait sa course, et même si j'avais énormément la haine contre lui à ce moment-là, parce que je voulais de tout mon cœur que Novalak le passe, bah, il fait sa course. Malheureusement, voilà, les équipes sont pas au-dessus. Les pilotes, ils payent les équipes, c'est pas les équipes qui payent les pilotes. Donc, euh, donc voilà, le pilote est un peu au-dessus de l'équipe. Voilà, c'est un statut toujours un peu, c'est un statut quand même un peu bizarre, mais malheureusement, ça se comprend totalement que Jack Doohan n'ait pas laissé passer, et tout comme ça se comprend que José Garfias ne laisse pas passer Mari Boya. Il joue sa carrière. Il joue sa carrière. José Garfias, j'ai aucune idée d'où il peut aller l'an prochain, donc peut-être que lui, ce podium, ça peut lui. Ils sont à deux de front. Ils sont à deux de front. José Garfias qui défend intérieur. Boya qui va passer. Oh attention. Oh l'accrochage. L'accrochage. José Garfias dans les graviers. Oh, Mariboya, est-ce qu'il a l'aileron? En tout cas, il y a Francesco Braschi qui va revenir au niveau de Mariboya. On a envie de voir ça, on a envie de voir où en est Mariboya. Braschi qui va attaquer Boya. Oh, ça peut. Attends, est-ce qu'il peut y avoir une pénalité? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point il était fautif, puisque pour moi, Mariboya, il a coupé le virage. Il a coupé le virage et il est passé sur. Il a un peu décollé sur un vibreur. Et donc, bah, il n'aurait pas dû faire ça. Normalement, il faut respecter l'acquis, etc. Et voilà, faire un gros détour. Mais il a voulu couper le virage. Ouh là 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 là, du drama. Est-ce qu'on n'est pas là juste tous réunis pour ça, pour voir du drama? Donc Mariboya troisième. Honnêtement, pour moi, Mariboya est fautif, hein. Est totalement fautif. Et je dis pas ça parce que je soutiens Esteban Masson parce qu'il est français. Enfin, pour moi, là, Mariboya est totalement fautif. Il coupe le virage. Alors certes, Garfias ne lui laisse pas la place, mais normalement, à ce niveau-là, il y a un dégagement. Il faut, vous savez, enfin, c'est comme en F1, il faut passer derrière l'acquis, etc. Il l'a pas du tout fait. Donc, est-ce que Mariboya aura son podium qui tiendra? Parce que là, s'il a une pénalité, Mariboya, c'est terrible. C'est terrible pour lui au championnat. On entre dans le dernier tour. Hein. On entre dans le dernier tour. Évidemment, il y a encore un drapeau jaune. Et on a encore un drapeau jaune. Donc, Braschi va pas pouvoir passer. Le drama. J'imagine qu'on va remontrer les images quand même. On a Boya à l'extérieur, puis là il se retrouve à l'intérieur, il est à hauteur, mais non, mais oui, il décolle totalement sur le vibreur. Il décolle totalement sur le vibreur, et quand il décolle sur le vibreur, il a plus les roues au sol, donc évidemment il contrôle plus la voiture. Après, ouais, je suis d'accord qu'il était à hauteur. C'est chiant, il a gagné 3 points du coup. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il garde cette troisième place. Hein. Ouais, s'il a 5 secondes de pénalité, il passe P5, donc il perdrait des points au final. Mais ça dépend, en F4 France, ça c'est 30 secondes de pénalité, 4 ans de prison et peine de mort. Hein. Enfin, ça dépend, hein. Vraiment, selon les commissaires, ça peut totalement changer, hein, puisqu'il a quand même ruiné la course d'un pilote. Je sais pas à quel point l'incident qui sera enquêté après la course, évidemment. C'est chiant, oh, franchement, c'est chiant. Donc on n'aura pas la réponse sur le podium de Boya actuellement. Boya qui va célébrer son podium et Esteban Masson qui passe la ligne d'arrivée en vainqueur avec 8 secondes d'avance. Énorme. Énorme aujourd'hui, il a été tout seul. Franchement, il a été tout seul. Taille patron, nouvelle victoire pour Esteban Masson devant Tassana Pauline Trapufasa et Marie Boya qui complète le podium de façon très 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 controversée. Est-ce qu'il va le garder? Ça, rien n'est moins sûr.
Alors je crois qu'il y a des bugs de timing. Il y a des bugs puisque Francesco Braschi n'est pas du tout à 4 secondes. Et Hogarth qui a passé quatrième, ça on l'a pas vu. Ça on l'a pas vu. Donc ce sera intéressant de voir à quel point une pénalité pourrait jouer sur la position de Mari Boya. Ils ont essayé de donner le titre à Peugeot qui a réussi à choke. Faut pas être aussi affirmatif, mais c'est vrai que bon, voilà, il y avait des décisions des commissaires de course qui étaient parfois assez difficilement explicables, genre extrêmement lourdes de façon un peu injustifiée. Donc on verra, ça sera à suivre. L'autre fois, pour sa relance de course, Masson avait une traversée des stands obligatoire. Oui, c'est vrai, ils ont été ultra lourds sur les pénalités à ce moment-là. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Là, c'est pas du tout la même situation. Hein. Là, c'est un crash. Je sais pas. Peut-être une pénalité pour demain. Ah, oui, ça peut être une pénalité sur la grille de départ. Hein. Mais honnêtement, je pense que Esteban Masson lui préférerait une pénalité pour la course. Pour la course. Oui, oui, j'en avais parlé avec Evan de ces pénalités. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder la chaîne YouTube Percy VOD. S'il y a des gens qui regardent ce live sur la chaîne YouTube, bah merci beaucoup. N'hésitez pas. Voilà. Normalement, le retour des lives, c'est pour bientôt. Le retour des rediffusions, du coup, c'est pour bientôt. Je vais essayer d'uploader. Ah, on voit la voiture de José Garfias dans les graviers. Ah, il faisait une super course. Ah, je l'avais pas vu, il est à gauche. Oh là là, il est dépité. Ouais, coup dur. Compliqué là pour José Garfias, qui pour moi n'est pas fautif, même s'il laisse pas vraiment de place à Mari Boya. Mari Boya, il doit respecter les dégagements. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Écoutez, on approche voilà, grandement de la fin de ce live. Ça faisait plaisir de vous retrouver. On rappelle donc la victoire d'Esteban Masson, ça ne souffre d'aucune contestation. Le sacre de Théophile Naël en F4 espagnol et le sacre d'Enzo Dellini en catégorie rookie en F4 espagnol aussi. Marie Boya qui shoot le panneau numéro 3. Et donc voilà, j'espère qu'on peut se dire à bientôt. Enfin, de toute façon, on reste ensemble évidemment sur Twitter, ne vous en faites pas. Tu tiendras au courant s'il y a une bagarre dans le paddock ce soir. Bah, en tout cas, ça sera à surveiller, ça sera à surveiller. Et voilà, donc mardi, j'espère retrouver la fibre, j'espère qu'on pourra voilà se retrouver dans un nouveau décor, dans un nouveau studio, etc. Et voilà, la semaine prochaine, oula, où le débrief il va être salé. Esteban Masson qui célèbre la victoire. Pendant ce temps, il y a Marie Boya qui se fait engueuler visiblement. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera très 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 bientôt, j'espère dès la semaine prochaine, qu'on pourra faire une petite preview du Grand Prix de Macao en F3, puis parler aussi de la F2, il y a la finale qui arrive avec Pourchaire, Vesti, Iwasa, Berman, Adjar, Martins, etc. Voilà, ça arrive, ça va venir, vous en faites pas, j'ai l'espoir pour la fibre. Et écoutez, bah sur ce, on va se laisser. Que dire? Victoire de Masson, titre de Naël, titre de Deligny en catégorie rookie. Un stream parfait. Un stream parfait. Et vous aussi, vous avez été parfait. Voilà. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux, surtout sur la partie F4 espagnole. Merci voilà, pour cette soirée. Vous êtes géniaux, au top. Et j'espère qu'on se retrouve très 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 bientôt sur Twitter, sur Twitch, sur Insta, sur feederseries.net, un peu partout, sur YouTube, sur TikTok, je suis un peu inactif, mais j'espère pouvoir revenir à un moment. Voilà, on se retrouve un peu partout sur Internet, et voilà, très bonne soirée, très bonne fin de week-end, et voilà, profitez et célébrez bien le sacre de Théophile Naël. Salut!